Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré. Après les autres, je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu. Le Restons Connectés numéro 99. On l'a dit, ça y est, on y est presque, on est aux portes du sang. On est aux portes du sang. Ah, dit comme ça, c'est chelou, hein. Donc ouais, t'as disparu un quart de seconde. Donc le Restons Connectés, on a pas mal de sujets qui sont plutôt intéressants. On va revenir sur Baki Zebo. Oui, il nous a fait faire des vues. Oui, on en discute. Mais c'est surtout qu'il y a eu des éléments qui sont sortis depuis la vidéo que j'ai fait sur sa blessure. Ça a été dit, ce qu'il avait sur la communication justement post-fight. C'est intéressant de décortiquer ça. Depuis, tout le monde est sorti, tout le monde a sorti ses petites blessures aussi. Enfin, l'actualité a fait que tout le monde a sorti des blessures qui étaient inavouées. On va en parler. On va parler de l'UFC Maison Blanche, comme d'habitude, parce que je pense qu'on en parlera souvent d'ici la fin de la saison, on va dire. On va la suite de Manon Fiorot. On a le coach de Régnier de Rieder qui a pris la parole. On a Daniel Cormier qui veut changer du scoring. On a de la boxe anglaise avec des anciens du MMA. On a pas mal de choses à dire. Avant de commencer, comme d'habitude, Import Fight, donc ce site de textile, matériel de boxe et grappling MMA qui ne vend des marques qui ne sont vendues en France que sur ce site Import Fight, que ça soit Primo, Hit & Move Corner ou Pitbull West Coast. Eh ben, écoutez, c'est des marques de qualité, des marques stylées. Qui sont vendus sur ce site. Donc si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, ça se passe sur Import Fight. Le lien sera en description. Et avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Alors, avant de commencer, on a eu hier un petit démenti à faire sur un combat qu'on avait annoncé de Morgan Charrière. Donc on est revenu dessus assez rapidement. En fait, dès qu'on a eu l'info, en fait pour la petite histoire. Donc la source, bon que je ne citerai pas parce que voilà, on n'a pas besoin. Il a fait une erreur, on va pas le mettre. Je préfère la citer quand c'est positif, quand c'est négatif, on va essayer de la laisser tranquille. Mais c'est une source étrangère. Elle vient du Kremlin. Non, je rigole. C'est Poutine ma source les gars. Qui d'habitude est très fiable sur les annonces de combat à l'UFC. Avait annoncé le combat contre Costa. Effectivement, derrière, j'ai eu un message d'un des coachs de Morgan Charrière qui m'a dit non, c'est pas vrai. On n'a jamais entendu parler de ce mec-là. On n'a jamais eu en tout cas, on nous a jamais dit qu'il affronterait ce mec-là. J'en ai pris acte directement. J'ai fait un nouveau post où j'ai bien insisté que c'était une fake news. Donc voilà, je préfère le dire parce qu'il y en a qui l'ont mis en commentaire. Et puis il y a les maîtres fumiers aussi qui nous ont interpellés là-dessus. Donc voilà, c'est effectivement une erreur qui est due au fait qu'on ait repris une source qui d'habitude est fiable, comme je le dis, je le répète, hein, vraiment parce que c'est une erreur qui peut se reproduire. Forcément, nous on est comme je l'ai déjà dit, on l'a déjà dit. On analyse l'actu, mais on ne fait pas l'actu. Dans le sens où on prend ce qui est sorti, on en parle. Derrière, s'il y a un loupé, si c'est faux, c'est parce que la source qu'on aura choisie n'aura pas été fiable à ce moment-là, ou parce que les choses auraient changé aussi côté UFC, parce que c'est des choses aussi qui arrivent très souvent. Il y a des choses, il y a des rumeurs, je crois, qui sont un petit peu poussées, tu sais, par l'UFC, des trucs qui sont annoncés, puis où des fois ça périclite, des fois il y a, enfin bon, bref, passons. Nous, on n'a pas de source. On a quelques personnes qu'on connaît. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu rapidement revenir faire un démenti sur le post. Pour le coup, ce qui est important, c'est de le faire. C'est-à-dire de pas s'entêter et de laisser le post vivre. C'est de supprimer l'ancien et de faire un démenti. On fait une erreur, on la reconnaît. Comme on dit, faut avouer, à moitié pardonner. Et puis, de toute façon, il y en aura d'autres. On n'est pas dans les petits papiers des grands pontes de l'UFC. On n'est pas dans les petits papiers des grands pontes de n'importe quelle organisation. Nous, on ne fait que reprendre ce qui est dit. Et ensuite, on en discute. Et on donne notre avis dessus. Voilà. Finalement, on fait de l'analyse d'actu, mais on ne sort pas l'actu en priorité. C'est pas notre rôle. Donc si c'est ça que vous attendez de nous, il faut changer de chaîne. Déjà. Donc voilà, nous on fait que décrypter. C'est fait, c'est dit, on peut passer à la suite, on revient à notre vie normale, on revient à nos sujets qu'on avait déjà prévus, et on va revenir pour ce premier sujet sur Baki versus Jordan Zebo. Donc on l'a dit, ils se sont affrontés ce week-end à la Rest 35.
Jordan Sebo s'est imposé au 4e round par KO. C'était une surprise pour beaucoup. Écoute, dès le début, il y a plein de monde qui nous ont dit comme quoi, enfin même Baki a dit comme quoi il y avait un problème qui l'avait empêché de combattre correctement et de se préparer correctement. Il a dit que ça, ce n'était pas une excuse. Il validait la victoire de Jordan Zebo. Ça, c'est très bien. Derrière, on nous annonce sa blessure. Donc effectivement, il s'est blessé au croisé quelques jours avant enfin on va dire 2 semaines avant le fight. On a Clément Marcoux qui dit Baki s'est blessé le 7 septembre. C'est un mois avant le combat, pardon, c'est pas quelques semaines, c'est un mois avant le combat. Il s'est fait les ligaments croisés, mais a refusé d'annuler le combat. Il portait 2 straps au genou, le plus consistant sur celui blessé et le plus léger sur l'autre pour brouiller les pistes. Ok, il y a le frère de Baki derrière qui a dit le frère. Ah non, attends. Donc voilà, il a été suivi par un kiné pendant 12 jours. Sans séance de sparring, aussi bien en striking qu'au sol, mais juste de l'entretien et pour le poids. Il a passé 4 jours chez Nicolas Haute avec des sparring uniquement en striking, mais jamais à 100%. Puis ils sont repartis à Strasbourg pour 3 jours de soins avec le genou, sur le genou avec le kiné, avant de retourner chez Nicolas Haute pour 4 jours supplémentaires, toujours en striking, mais aucun travail au sol. La jambe gauche était alors stabilisée et à aucun moment ils n'ont pensé à annuler le combat. C'est intéressant ce truc-là. La jambe gauche était alors stabilisée. Tu vois, ça veut dire que quand même, tu sais, voilà, ça allait, c'était positif, au point de ne pas annuler le combat. Comme il ne pouvait pas travailler à fond, Baki a dû faire une diète complète sur quelques jours. Cela explique pourquoi il est parti fort et pourquoi il avait 2 genouillères pour ne pas donner d'indication au clan Zebo, mais avec un strap seulement sur le genou gauche. Le frère de Baki insiste sur le fait que ce ne sont que des explications mais pas des excuses et qu'ils veulent reconnaître la performance de Zebo. Ils attendent un rendez-vous chez le chirurgien, mais Baki pourrait subir une intervention chirurgicale. Derrière, il a aussi publié une vidéo de lui assis sur une box en train de faire du sac. Donc voilà. Écoute, avant de parler de Doumbé et tout ça, mais déjà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? De tout ça, quand tu dis de tout ça, c'est du fait de révéler la blessure à ce moment-là, c'est quoi? Bah, la révéler avant, de toute façon, il n'aurait pas pu la révéler Oui, avant, dans tous les de cas. base. Non. Donc, dans tous les cas. Le fait de révéler la blessure et d'en faire un événement qui dure, tu sais. Alors, c'est pas une excuse, mais en même temps, on explique tout le cheminement, et puis en même temps, on montre des vidéos, et puis en même temps, tu vois, où derrière, après, ça, tu sais, où ils en parlent beaucoup, tu vois. Si je te donne mon avis, par exemple, le poste de Clément Marcoux, qui dit il s'est blessé le 7 septembre, il a pas voulu refuser le combat. Voilà, il a mis 2 straps, on a brouillé les pistes, il a fait son combat, merci, bonsoir. Pour moi, c'était suffisant. Euh, ouais, c'est peut-être même déjà trop en fait. Parce qu'à partir du moment où tu dis ça, tu sais que tous les médias vont insister là-dessus et que tu vas être limite obligé de donner plus d'infos. Donc, de toute façon, quand on est dans ce cas de figure, c'est soit dès la sortie du truc, tu dis voilà, j'étais blessé, soit tu dis rien du tout, Mhm, comme ça s'est vu plusieurs fois. Soit tu dis absolument bien sûr. rien et tu dis ok, le mec a gagné, j'ai décidé parce que c'est sa volonté hein, de rentrer dans la Mhm. cage. Je pense même que pour le coup c'est une erreur parce que ça reste une blessure sérieuse et que quand tu as la possibilité d'annuler, surtout que c'était à un mois. Tu vois, si on part du principe que allez c'était il y a 3 jours, trouver un remplacement, etc. Tu te dis je vais foutre en l'air la carte. Mais là, il y a un mois, il pouvait tout à fait dire je me suis blessé, j'annule le combat. Et oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et après, moi, tu sais, le problème avec ça, c'est que tu peux le prendre de cette manière-là. C'est-à-dire que là, il a perdu. À chaud, ils se sont dit bon, on va pas il y a pas d'excuse, on a perdu, j'ai décidé de combattre, j'ai eu un petit problème dans ma prépa, bon bah voilà, on passe à autre chose. OK? Bravo Jordan Zebo, c'est super. Le fait de faire ça, ça donne un côté même si tu dis que non, c'est un côté justificatif. Genre on a perdu mais
Hum, Normalement, en fait, le truc, moi, qui me pose problème, c'est qu'il faut reprendre tout ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire qu'avant le fight, il y avait ce truc de je suis clairement au-dessus. Jordan Zebo, c'est pas mon niveau. Je vais l'éteindre en 2 rounds parce que là il dit on a été obligé d'accélérer parce qu'on était blessé au genou. Mais c'était prévu qu'il accélère puisque de toute façon il voulait le finir dans les 2 premiers rounds. hum. Déjà de base, il l'avait dit, il l'avait annoncé. Donc je vais le finir dans les 2 premiers rounds. C'est pas un sparring de mon niveau. Quand on était à la salle ensemble, je lui roulais dessus et c'était vraiment, tu sais, je le prenais vraiment quand j'avais besoin de récupérer, tu vois. Tellement je sais que c'était facile. T'as tout ce truc-là. Derrière, tout le monde s'est imprégné de ça. Et derrière, il y a une prise de conscience de, waouh, on a beaucoup parlé et on a perdu. Hum. Aujourd'hui, ils sont obligés de se justifier. Pour moi, effectivement, alors c'est une spéculation, les amis. Le fait de combattre avec ce genou blessé, quand t'es tellement persuadé que tu vas gagner, c'est qu'en fait, tu as un peu dans l'espoir aussi de se dire, ok, je vais gagner, je vais l'éteindre. Et derrière, je vais pouvoir dire, et en plus, j'avais les J'avais le croisés. ligament croisé, ouais. Ce qui Ouais, rajoute encore à ta superbe, tu vois. ouais, je suis d'accord. Non, mais de toute façon, il l'avait dit dans les médias, hein, il le pensait vraiment, qu'il était largement au-dessus. Je pense que c'est une des raisons d'ailleurs qui fait qu'il accepte le combat malgré tout en étant avec la blessure. Si ça avait été un adversaire plus dur sur le papier, je suis pas sûr qu'il prend le combat. Par exemple, une revanche contre Doumbé, je suis pas sûr qu'ils prennent le combat, Non, bah effectivement. non, bah non. Donc Donc, non, donc oui. tu peux que assumer, comme tu dis, une fois que l'info elle sort, de toute façon, une fois que l'info sort post-fight, automatiquement dans la tête des gens, et même si c'est pas ta volonté première, dans la tête des gens, ça sera une excuse. Mhm. Surtout que t'as pas vu le fight au global, mais t'as vu pas mal de parties du fight. Qu'est-ce que tu penses des déplacements, du travail de Baki, tu sais, bien que, est-ce que tu vois une gêne particulière dans le fight? Non, sur les 2 premiers rounds, je le vois très à l'aise. Après, bon, c'est pas à négliger quand même. Il y a eu un gros travail de low kick de Zebo. Alors peut-être qu'en début de fight, il était très bien Mhm. et que le travail de Sap au niveau des jambes a justement réveillé cette blessure. La douleur. Voilà, Ouais. ça c'est pas à négliger. Mais en tout cas, à l'entame du combat, tu sens pas de gêne. Ouais. Pour moi, effectivement, donc il y a la blessure, faut pas la minimiser. Parce que ça reste une blessure. Alors c'est une blessure qui malheureusement dans le sport est assez courante, que ça soit dans le grappling, que ça soit dans le MMA, t'en as beaucoup. Hein. Si tu prends quelques exemples, par exemple, tu vois Ngannou, on l'a déjà dit, bah, qui a combattu contre Cyril Gane avec les croisés, mais il y a aussi, il faut pas oublier Manon Fiorot par exemple, qui a combattu contre Choukagian, qui s'est fait les croisés et qui a été chercher sa Ouais, victoire, il y qui a avait Connor lutté. aussi à l'époque, je crois, il avait eu un problème au ligament du genou avant Chad Mendes. Avant Chad Mendes, effectivement, qui se blesse juste avant et qui fait un fight full lutte en plus, enfin tu sais avec un mec qui a lutté énormément face à lui et qui finit par le mettre KO. Euh, Quand tu regardes le point commun entre ces 3 fights qu'on vient de citer, certes il y a la blessure, mais il n'y a pas de précipitation. Tu vois, il y a une gestion du combat quand même, quoi qu'il arrive. Hum. C'est-à-dire que la blessure ne fait pas, alors que tu en fait, que tu dises que il faut le finir dans les 2 premiers rounds, en fait, qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi 2, pas 3? Pourquoi 3, pas 4? Tu vois ce que je veux dire? Alors certes, plus le combat est dur et plus tu risques de ressentir la gêne due à ton genou. Bon, maintenant, attention, les ligaments. Alors pour un sportif de haut niveau ou même un sportif tout court, en général, on se fait opérer des ligaments parce que c'est important de les avoir. Hein, on va pas se mentir, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Ça stabilise ton genou. Maintenant, il y a plein de gens dans la vie de tous les jours qui se font pas opérer des croisés et qui vivent avec les croisés rompus. C'est des choses qui arrivent. Mais quand t'as une bonne tonicité musculaire, que tes jambes elles sont assez musclées pour pouvoir enfin tenir ton genou finalement, et que t'es bien strappé, bon, ça fait quand même le taf. Tu vois, t'as peut-être une instabilité, mais en tout cas, ça fait quand même le taf. Donc plus tu dures dans le combat et plus effectivement tu peux ressentir de la douleur, tu peux ressentir plein de choses. Là-dessus, c'est sûr et certain. Maintenant, quand t'es largement au-dessus de ton adversaire, comme c'est le cas avec Baki, enfin sur le papier en tout cas, comme c'était le cas avec Baki par rapport à Zebo, tu peux te permettre de gérer le combat différemment. T'es pas obligé de te précipiter sur lui dès le début du fight pour lui envoyer tout ce que tu peux au sol. En fait, le truc c'est que ce que j'ai peur, voilà.
pour te dire le fond de ma pensée, ce que j'ai peur, c'est que le fait qu'il y ait eu cette blessure-là, et qu'en plus, il y a eu cette communication-là derrière, sur le fait que, oui, ok, mais j'étais blessé, oui, mais j'avais les ligaments, oui, mais, en fait que on ne corrige pas les lacunes qu'il y avait dans le fight. Dans le sens où il y avait de l'anglaise, certes, qui s'est bien améliorée, mais il y avait beaucoup de volume, tu sais, avec beaucoup de puissance dans chaque frappe, ce qui fait que bah tu crames de l'énergie. Le fait que tu aies un judo très propre qui te permette d'amener ton adversaire au sol, certes sans cramer trop d'énergie, mais que arrivé au sol, t'as zéro travail de prise de position forte pour prendre soit une soumission, soit du grand end pound. Tu vois, il y a eu un moment, il y a eu un passage en e-cut où il prend la position, il arrive en latéral, en latérocostal même. Mais tu vois, il y a rien, il y a pas de positionnement pour venir faire du dégât. Je l'ai dit dans le podcast que j'ai fait seul là, de débrief. Ouais. Tu sais quand il y a eu le combat contre Doumbé. J'ai dire le combat contre Ngannou là, c'est pas la Non, même non. chose. Le combat contre Doumbé où tout le monde disait oui mais au PFL il y a pas les coudes donc ça va desservir Baki. S'il y avait les coudes ça ferait pas un pli patati et patala. Là, il y avait les coudes, possible. Il en a pas mis un. Tu vois, le grand endpoint, c'est pas ce qu'il a caractérisé le plus dans ce combat-là. Tu vois, il a eu du mal à stabiliser Zebo. Alors certes, quand c'était collé à la cage, ok, pourquoi pas, parce qu'il est puissant, il se relève, et puis c'est bien, il a bien utilisé la cage. Mais quand c'était centre cage, je pense qu'avec la mobilité de Baki et ses contrôles, normalement, il aurait pas dû pouvoir se relever Aussi aussi facilement. facilement. Ou en tout cas, en tout cas, il aurait dû faire plus de dégâts. Tu vois, le truc, c'est que si tu me dis j'ai que 2 rounds, je dis ok. Maintenant, comment tu fais pour maximiser ces 2 rounds-là, tu vois? Ou peut-être capitaliser et se dire plan B, si jamais ça va au-delà des 2 rounds, comment je vais chercher une décision même difficile? Tu sais, je me dis j'ai 3 rounds à gagner et derrière je temporise sur les 2 rounds qui suivent. Tu vois? Je me Ouais. déplace un petit peu plus, je sécurise, peut-être je change de garde. Tu sais, un truc tout con, mais peut-être je suis dans ma garde sur 3 rounds pour maximiser l'efficacité de mon fight, puis je change de garde sur les 2 rounds qui suivent. Tu vois, pour sécuriser ma jambe qui est blessée, je la mets derrière, Mais tu vois, et puis tu puis je vois, travaille plus en lutte contre le cage, tu vois. le problème, c'est pas sa jambe pour moi dans le fight, hein. C'est problème de cardio. C'est Mhm. Jordan qui est qui est mieux préparé finalement. Et ce qui, pour le coup, je pense là où la blessure a été plus impactante, c'est dans la prépa, plus que dans le fight en lui-même. C'est dans Oui. la prépa en fait. Je pense qu'il se sait pas prêt pour tenir 5 rounds, mais pas par rapport à sa jambe, par rapport à son cardio. Donc il faut finir vite. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc le souci, il est là. C'est-à-dire qu'au lieu d'acter la défaite et de dire voilà, j'ai eu un problème, même je me suis fait des ligaments, pourquoi pas? Allez, tu le dis. Mais derrière, s'arrêter là, en fait. Tu fais off. T'en joues pas. Tu arrêtes tout. Tu sais, vraiment, tu fais off, tu coupes tout, tu coupes toute communication et de tout le monde. Tu vois? De tes C'est ça en coachs, de fait. ton C'est ça. manager. De tout le monde. Ouais. C'est Parce ça. que il a dit quoi, Baki lui-même? Baki, il a rien dit de spécial, à part le fait qu'il avait ce souci-là, tu vois, enfin, en sortie de cage, quoi. Tu sais, enfin, en Ouais. sortie de Oui, combat, oui, où oui, il oui. a fait Ça, je l'ai vu son, ça. tu vois? Mais c'est tout. Mais après derrière, c'est vrai que c'est et Marcou et son frère qui ont fait des sorties médiatiques, tu vois, pour Ouais. expliquer toute la problématique, pour expliquer voilà tout le cheminement et il a fait 3 jours de kiné, 2 jours de sparring, 3 jours de kiné. Ok, certes, peut-être, mais en vrai c'est quelque chose qui est commun, enfin qui est courant, tu sais, dans ce milieu-là, enfin dans le monde du sport. Des mecs qui se blessent et qui serrent les dents et qui vont au fight. Il y en a toujours. Ouais, mais tu sais, en fait, quand je pense, hein, on sait que Baki, il était sur des contrats très prometteurs et avec beaucoup d'argent en jeu. Mhm. Et je pense que quand tu essayes de te justifier, alors que ça devait être une formalité, ce combat, c'est même pas forcément que pour le public. C'est aussi pour les autres orgas, par exemple, le PFL avec qui il devait signer un gros contrat. Tu vois, c'est de leur dire, en gros, ok, il a perdu, mais voilà, il y avait cette raison. C'est pour ça qu'il perd. Je pense ils sont limite en négociation en faisant ça. Tu vois, ils essayent de défendre leur beefsteak parce que ils se rendent compte que il perd non seulement un combat, mais potentiellement il peut perdre tout ce qu'il y avait derrière. Et tout ce qu'il y avait derrière, c'était énorme. Oui, c'est clair, c'est très clair. Ça a beaucoup d'implications sur beaucoup de choses,
Même sur la revanche contre Doumbé, on va en parler un peu après, mais c'est pareil, ce fight, est-ce qu'il a encore lieu d'être, tu vois, derrière? Il y a plein de choses, il y a plein de choses, tu vois, qui rentrent en implication, effectivement. Mais est-ce que c'est pas plus délétère de le faire comme ça, tu vois? Parce que là, ça fait vraiment, j'ai pas d'excuse, mais j'ai une excuse, tu vois. Ouais, mais alors oui, je suis Là où, d'accord, non, mais hein. là où tu peux le faire en off avec directement la personne avec qui tu négocies. Tu vois, dans le sens où tu es en train de négocier ton contrat, tu dis voilà, ouais, effectivement, on l'a pas dit, mais il était blessé. Bon, c'est des choses qui arrivent. Pas d'excuses. Sans blessure, il gagne ce combat 9 fois sur 10, tu vois. Bon, ok. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, et c'est le cas, on l'a toujours dit, hein, quand un mec, tu vois, si le mec gagne, il le déclarera pas forcément, et quand il perd, ça finit quasiment toujours par sortir. Et ouais, c'est problématique. Maintenant, je pense que c'est humain. Je pense que c'est humain. On cherche tous des excuses. Mais oui. Bah Eh oui, oui. on Et ça, cherche c'est une tous des réalité. excuses. Et Mais bien sûr. que ce soit à l'UFC ou que ce soit dans ta petite salle de quartier où tu vas te faire soumettre par un mec où tu vas dire ah mais j'ai bossé, je suis fatigué. On sort tous des excuses. Ah oui, En fait, tu sors des excuses quand le mec, il est moins fort que toi. Surtout. Tu sais, sur pour le justifier le. quand sur le papier il est moins fort que toi. Si le mec, voilà, c'était prévu Voilà. qu'il te roule dessus, bon, il y a pas de problème. Mais si c'est Bah un oui. mec que t'es habitué à taper et que ce jour-là il te met, ben frérot, ouais, mais j'ai mal au genou aussi. J'ai mal au cou, j'ai mal au dos, J'ai fait une séance de muscu hier, je suis fatigué. j'ai des courbatures. J'ai des Ah, courbatures, on tu l'a sais, j'ai tous des fait. enfants. J'ai pas dormi de la nuit, ça fait 15 jours parce que j'ai des enfants. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais des fois c'est vrai. Parce que Oui, ben, parce c'est que vrai. souvent il y a un fond de vérité. C'est vrai Non que t'es mais fatigué, c'est vrai que t'as fait ta muscu, que t'as pas de mais t'as plus attention, de gouache, t'as plus. il y a toujours un fond de vérité. Mais à partir du moment, c'est le même principe, où tu fais ce sparring, tu fais ce sparring, tu fais ce combat, tu fais ce combat. La réalité, elle est juste qui gagne, qui perd. Fin. C'est ça. C'est t'acceptes en fait les risques. À partir du moment où tu décides d'y aller, t'acceptes les risques inhérents à ton acceptation en fait, tout simplement. C'est juste ça. Donc bon. Est-ce En que, tout cas, je pensais à un truc, alors c'est peut-être con, hein, ouais. et je sais pas si ça changerait grand-chose, mais les orgas, elles sont prévenues quand c'est ce type de blessure. C'est-à-dire que la RES savait que Baki avait les croisés. Non, il y a un retour médical avant. Il y a une visite médicale. Ouais. Enfin, oui, t'as un check médical normalement. Voilà, quand t'as une blessure, je parle d'une blessure assez sérieuse comme ça, est-ce que ça serait pas aux orgas de publier après que le combattant était blessé? Tu vois, comme ça met lui, il n'a pas à se justifier, lui, voilà, c'est l'orga qui montre le check-up médical d'avant, ok, il avait les croisés. Et voilà, ça évite toute communication du combattant sur le sujet. Personne va dire qu'il cherche à justifier parce que ça vient pas de lui. Et tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas si c'est parce que les orgas, quels intérêts elles auraient à faire ça en fait, tout simplement. Tu vois. C'est quoi l'intérêt? Elles ont l'organisation, elle a un champion. Point. Oui, non, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que je te dis, je sais pas ce que ça apporterait, mais ça éviterait justement ce flou où le combattant, il sait pas s'il doit le dire, s'il doit pas le dire, si au moins c'est clair. Après, la vraie question, parce que c'est une question qui se pose, hein, est-ce que Baki n'est pas un combattant de 3 rounds? Tu vois. Ah ça, mais ça c'est un autre problème. Et ça c'est, enfin, un autre problème oui et non, parce qu'il y a plein de combattants. Il y a plein de combattants qui sont des combattants de 3 rounds et qui ont réussi à devenir champions même. L'exemple qui me vient en tête, c'est Aldo. Je savais que ouais. Aldo, c'est un combattant de 3 rounds. Et pourtant, il a été champion pendant des années, même en faisant des décisions. Parce que c'est l'expérience et ça apprend à gérer justement 5 rounds. Mhm. Donc c'est pas Pourquoi être je te un dis ça? combattant de 3 rounds, ça veut pas dire que tu seras jamais champion. Ça veut juste dire qu'il faut que tu apprennes à combattre différemment, c'est tout. Oui, donc je disais, on a été coupé. Qu'est-ce que je voulais dire? La gestion, ouais, la gestion du combat, c'est important. Et surtout, ouais, prendre en fait, les bonnes décisions et faire un vrai.
un vrai, une vraie remise en question de ce combat-là, en fait, tout simplement. Je sais plus si c'est ça que je disais. Ouais, je crois que c'est ça que Ouais, je disais. c'est ça. On était sur les mecs tu disais que Baki, est-ce que c'est pas un mec qui peut faire que 3 rounds? C'est un combattant en Non, 3 rounds. ouais, qui a un combattant, non, pas que, Ouais. voilà, un Non, oui, c'est combattant un de 3 rounds. combattant Ouais, de c'est 3 juste rounds. ça. Donc, et à l'inverse, Zebo est un combattant de 5 rounds. Tu vois, Hmm. sur le papier, même si, voilà, il a enchaîné les victoires, mais on voit là, avec ce combat-là, que si tu lui mets 5 rounds, et ben, dans sa gestion du combat, il est pas mal. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il montre une condition physique, une capacité à reproduire l'effort qui est impressionnante, Zebo. Ouais. Donc bon, en tout cas, Cédric Doumbé ne s'est pas privé pour réagir tout de suite sur tous les réseaux sociaux, en vidéo, sur X, partout. Alors lui, il s'est remis sur le devant de la scène directement. Il dit c'est Baki lui-même qui disait ne salissez pas la victoire après l'épine. On a tous des blessures quand on combat. Trouver des excuses, c'est pas digne. J'étais blessé contre lui, personne n'était au courant et il a mis en vidéo la preuve de cette blessure. Sale blessure d'ailleurs, hein. Pour le coup, avec Boris Johnson qui vient, qui le ceinture, qui essaye de le faucher, qui s'assoit sur la jambe de Doumbé et qui part en rotation. Bah, le pied reste bloqué en plus avec la chaussure de lutte. Ouais, sale. Ça, on a tous vécu ce genre de choses. Effectivement, sale, ça fait mal. Voilà un exemple de blessure. Tu sais, alors je le sors maintenant, mais tu sais, c'est les blessures inavouées. On en parlera tout à l'heure. Mais mais en tout cas derrière, voilà, on sait que combattre avec une blessure, ça arrive. Et derrière, voilà, c'est exactement l'exemple parfait. Il y est allé, il est parti combattre. Il était peut-être pas à 100% de ses capacités. Et puis voilà, on y va, on serre les dents et on va combattre et puis c'est tout quoi. Et derrière, alors il y a eu l'excuse de l'épine, mais tu vois, il aurait très bien pu dire et il y a eu l'épine et en plus j'ai été blessé. Bon après ça voulait dire qu'il acceptait sa défaite, c'est pour ça qu'il en a pas parlé non plus. Ouais, ouais, bon après écoute, moi je vois pas bien l'intérêt de le sortir maintenant. D'autant plus qu'on sait pas à quelle date exacte ça a eu lieu, on sait pas quelle blessure c'était. Ouais. Tu sais, il y a plein Ah il y a plein de mecs qui se filment à l'entraînement, qui se font mal. Je pense même que j'ai des vidéos dans mon téléphone de sparring à l'AFC de mecs qui se font mal et tu te dis ouais c'est chaud et finalement après examen c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là oui t'as l'impression que c'est un truc de ouf le genou. Ça se trouve il a fait une radio le lendemain et il y avait rien quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Non non, mais après on sait très bien pourquoi il le sort. C'est pour montrer, c'est pour rabaisser le Baki combattant, tu sais. Oui bien sûr. C'est pour ça. C'est pour ça. En tout cas, il va y avoir des conséquences pour Baki, c'est sûr. Parce que les gens vont vouloir prendre sa place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Baki, on en parlait comme le meilleur 77 peut-être français. Bon, ça c'était un débat qu'on n'a pas fait. Est-ce qu'on va le faire ou pas? J'ai pas envie de le faire parce que bon, c'est voilà, il a aucun intérêt pour moi pour l'instant ce débat-là. Mais une chose est sûre, c'est que ça se bouscule déjà pour prendre sa place, notamment avec Wally Tandia, parce qu'on sait que les deux se sont chauffés déjà sur les réseaux à l'époque, donc ils voulaient affronter Baki, ils voulaient prendre son quickening, hein, ils voulaient prendre sa place. Sauf qu'aujourd'hui, enfin tu sais, le truc c'est que c'est qu'il il a déjà été dire que c'était le meilleur là. Il dit la vérité. La vérité, le MMA c'est le meilleur sport, il n'y a pas de spécialiste, vous êtes tous des spectateurs, continuez à me voir comme le fou du bus, je prends tous les 77, hashtag mec du 91. Et t'as Cédric Doumbé qui tout de suite en fait a changé de target, puisque voilà, Baki qui perd contre Zebo, Zebo qui s'est fait éteindre en quelques secondes par Doumbé. Donc pour lui, bah voilà, il y a plus d'intérêt de le prendre. Il lui dit tous les 77, il lui dit où, tu vois, genre on se prend où. Walid Tandia qui a rétorqué, oui, tous les 77, mais l'ancien, la photo du gars que t'as envoyé, je crois qu'il a pris sa retraite en MMA. Et Cédric Doumbé, il a dit dès que le downfall, donc la chute, le déclin de Bakary finit, De Baïsangour, Baki. Shamsudinov, Baki. Non, mais il a dit Bakary. Il a écrit Bakary et après justement il y a le disclaimer Baïsangour Shamsudinov alias Baki. Je m'occupe de toi chef et Walid India il dit je suis opérationnel. Fais vite, tu t'approches de la quarantaine vieux. Donc voilà
les futurs combats à venir, Non, bah non. potentiellement. Non, Non. je rigole, je rigole. Ils sont en train de se tacler sur les réseaux, mais en tout cas, c'est le combat pour savoir qui est le meilleur 77 actuel. Bon, en tout cas, c'est pas Doumbé, hein, parce qu'aujourd'hui, il est à 177, mais il est pas 77 kilos. Est-ce qu'il pourrait y retourner un jour? Vaste question. Mais voilà, tu vois, ça va très vite hein, dans le game. Hein. Tu sais, d'un coup, d'un seul, tu vois, t'as une défaite, t'as plus de ceinture, t'as perdu ton zéro. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Bon, après, c'est le jeu, hein. Enfin, ils savent très bien qu'en s'exposant, c'est des combattants qui sont exposés médiatiquement. À chaque faux pas, ça va te tomber dessus. Je pense qu'ils sont prêts à ça. Tu vois, je pense que Baki, il est prêt à ça. Pour le coup, en tout cas, j'ai vu ses réactions à lui sur les réseaux. Ça a l'air d'être ok, tu vois. Je pense pas qu'il va sombrer par rapport à ça. Le truc, c'est que ça va mettre du temps. S'il se fait opérer, on sait qu'il faut compter environ 10 mois pour un retour. Ouais, ouais, encore c'était bien suivi. C'était un bon kiné, que tu travailles bien, et que t'es à fond et tout ça, parce que les croisés, c'est même Ouais, un petit moi, je peu plus pense d'un que, an. Hein. ouais. On va aller entre 10 mois et un an. Donc, va falloir meubler la KTD 77 entre-temps. Doumbé, Doumbé qui vient de réapparaître. Honnêtement, je vois même pas qui peut affronter en France Doumbé. Je vois pas d'adversaire. Soit je les vois trop forts et il n'y a pas d'intérêt, soit je les vois en dessous et il n'y a pas d'intérêt non plus. C'est parce qu'en Hmm. 77 en France, t'as qui? T'as Abdul. T'as Abdul, t'as Kevin Abdul, Jousset. Abdul qui pour moi, là, pour clore le débat, bah, c'est le meilleur 77 français et de très très loin. Mais de très Je suis très loin. d'accord. C'est-à-dire qu'il y a même pas un mec qui s'approche de son niveau actuellement. Donc aucun intérêt à affronter Cédric. Kevin Jousset, ouais, Kevin Jousset à la limite. Mais même Hmm. Kevin Jousset, hein, je vois une expérience de Kevin Jousset bien plus haute que Doumbé. Hein. En MMA. Oui, bien sûr. Bah, ils s'affrontent en MMA de toute façon. Oui, oui, oui. Mais après, dans le style de fight, moi j'aime, c'est un fight qui m'intéresse. Il y a quand même Dans match, le hein. style, oui, voilà, je suis d'accord. Dans le style de fight et dans ce qu'il propose, c'est vrai que sur ses dernières perfs, ça peut être intéressant. Maintenant, à voir comment Doumbé revient, s'il revient. S'il revient. Parce que là, pour l'instant, c'est que des mots. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et Walid Tandia, bon, Non, écoute, le c'est mec, beaucoup le trop fou du tôt. bus, le mec du 91, c'est trop tôt. Voilà. C'est Attends, beaucoup trop laisse-toi tôt. le temps de monter, toi aussi. Donc, ok, on ne dit pas que t'as pas du talent, mais laisse-toi le temps de monter, mon bichon. Oui, il y a, Tranquillement. il y a, il y Chaque a le chose en son temps. temps, mais c'est bien de faire du buzz. En fait, là où il maîtrise bien son sujet, c'est sur le buzz, et là, il a fait du buzz, et ça, c'est très bien pour lui. En tout cas, je crois avoir lu aussi, parce que là, je me rends compte dans ce que j'ai pris dans les notes, que j'ai cru voir une sortie de Baki quand même qui disait comme quoi c'était bien aussi d'avoir perdu son zéro, Oui, il l'a dit. de démystifier ça et de partir en fait sans avoir ce stress de le conserver et Ouais. de travailler et de revenir sur de bonnes bases. Donc ça, c'est une bonne chose par contre. Ah, Tu vois, clairement. par contre, cette sortie-là, tu vois, je l'aime. Je préfère cette sortie-là que des sorties sur l'explication du pourquoi, comment, heure par heure, comment ça s'est passé sa blessure, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, non, ça, de toute façon, on en avait souvent parlé hein, sur la chaîne. Des mecs qui courent après leur zéro défaite et que c'est une pression monstre en fait. Et là, le fait d'avoir connu la défaite, bah écoute, quand tu reviens, t'es libéré de ce poids et voilà, c'est une bonne chose. Ouais, ouais, ouais. En fait, pourquoi on a fait ce sujet-là aussi? Parce que quand j'ai partagé la vidéo, justement les vidéos de Baki, bon déjà je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Alors tu sais, c'est marrant parce que comment tu peux passer de tout le monde t'en c'était le meilleur, était le plus fort, à 99% de commentaires, ouais, il s'est fait niquer, c'est bien fait pour sa gueule, il a trop ouverte, enfin bon, T'es, bref, t'es, t'es voilà. étonné encore? Non, non, je suis pas étonné. Ah, Mais derrière, tu vois, j'ai vu aussi à quel point la vidéo qu'il a posté, en tout cas qui a été postée, parce que je pense pas que c'est lui qui l'ait posté, même si il l'a mis en story sur son Instagram. Je sais pas si c'est lui qui gère ça, mais en tout cas pour le coup, la vidéo de lui en train de boxer assis, elle a été, enfin, je sais pas quel était l'objectif de cette vidéo, a été mais mal si reçu, ouais. l'objectif c'était ça a pas été bien reçu. Du tout, parce que pour tout le monde, ça a été pris comme une excuse. Et je Hmm. crois que j'ai pas vu un commentaire positif sur cette vidéo. Ouais. Non, non, ouais, erreur de communication.
Ouais. C'est pour ça, hein, quand on parle de construire une carrière, ça passe aussi par là. Les choix, les bons choix au bon moment. Et c'est marrant parce que tu sais, toi et moi, on en a parlé sur des trucs un peu privés, tu sais, qui sont arrivés il y a pas longtemps, de trash talk sur nous-mêmes, enfin sur moi surtout, sur le fait de ne pas rentrer dedans et tu sais, de rester à distance. Tu vois, en fait, finalement, de pas en parler, quoi. C'est Mais en fait, de tuer ça dans l'œuf. Je pense que surtout c'est que, important des fois de savoir se mettre de côté, tu vois, de se mettre en retrait. ouais, clairement. Clairement, surtout quand tu sais que dans ce monde du MMA qui est un monde, qui est sur le moment, en fait. Hum, Là, hum. on parle que de Baki. D'ici, on parle de sa défaite. D'ici 2, 3 mois, c'est bon, tout le monde est passé à autre chose. Et quand Baki reviendra de sa blessure après 10 mois, il sera accueilli. Tu sais, enfin, je veux dire, le public sera content de le revoir rentrer dans la cage et il y aura pas de problème avec ça. Tout le monde sera passé à autre chose. Faut Surtout s'il juste, gagne avec la manière. bah ouais, c'est ça en fait. Et je pense que ça, il le sait. Je pense qu'il en est conscient. Tu laisses passer la vague. Malheureusement, c'est comme ça. Tu laisses passer la vague. Et après, tout le monde passe à autre chose parce que la semaine prochaine, il y aura un autre mec qui se fera mettre KO et tout le monde sera concentré sur lui et c'est comme ça. Ouais, ouais. Après, il y a une hype autour de lui qui fait que quand même ça a pris plus d'ampleur que, tu vois, que sur un autre KO lambda, tu vois, Non, mais d'un mec qui a moins de hype pour je le suis coup. d'accord. Mais je veux dire, tu vois, Zebo, c'est le parfait exemple de ça. Zebo, ça a été la risée d'Internet après son KO contre Doumbé. Tu te dis comment un mec peut se relever de ça, tu vois, et finalement, il s'en sort plutôt pas mal sur son retour. Ça a Ouais. mis du temps. Alors je suis d'accord, mais le contre-exemple t'as ton contre-exemple dans ton exemple. Parce que depuis, il a eu 2 victoires, je crois, avant d'affronter Baki. Ouais, Et encore jusqu'à Baki, il se faisait, enfin tu vois, il se faisait alpaguer dans la rue avec du Jordan t'es mort et tout ça quoi. C'est-à-dire le harcèlement, il a continué bien après son retour et bien après ses premières victoires. Il a fallu là, bah, qu'il était une Baki finalement qui avait une certaine valeur et encore. Est-ce que ça va pas durer? Tu sais même, on sait même pas si ça va pas durer encore. Mais en tout cas voilà, pour le coup, pour redorer son image, il a fallu quand même un coup d'éclat extraordinaire derrière. ouais, ouais, c'est vrai. C'est Donc vrai. pas évident quand même. Hein. Internet a pas, enfin le MMA, Mais Internet, au-delà les de gens n'ont ça, pas de mémoire, mais quand même un peu. t'as vu, au-delà de ça, je te parle même pas que sur le plan internet, je te parle sur le plan sportif. Ça veut dire que il a rebondi après ça. Il a réussi à rebondir. Ah oui, Il a ouais. continué sa vie finalement. Sa vie ne s'est pas arrêtée à ce chaos-là. Et quand tu sors d'une défaite et d'une tourmente médiatique comme ça, plein de gens pourraient se dire, bon, c'est fini, il reviendra jamais. Bah, finalement, la vie continue. Alors c'est là où ça va être intéressant de voir parce que comment tu es câblé et armé mentalement. Zebo là, il nous a prouvé que peu importe ce qui se passera dans sa vie, dans sa carrière, il reviendra toujours. T'as des mecs comme ça, Adesanya, c'est si on prend le plus haut niveau, tu vois, Adesanya, Pereira, peu importe ce qui se passe, les mecs qui reviennent. Maintenant, on va voir si Baki, qui est d'apparence, tu sais, confiant ou la pression, tu sais, glisse sur lui. Mais ça, c'est bien quand tu gagnes. Quand tu gagneras pas, enfin quand tu prends une défaite comme ça où tu prends un gros KO, parce que c'était vraiment un gros KO très impressionnant, et qu'après derrière en plus t'as un long moment d'absence, parce que blessure, parce qu'il faut que tu te fasses opérer, parce que t'as ta rééducation, moi j'attends de voir ses premiers fights quand même. J'attends de Mhm. voir comment il va revenir de ça, parce que c'est ça en fait la seule réalité elle sera là. C'est Ouais. comment il va revenir de ça. Et je lui souhaite de revenir, tu sais, vraiment armé mentalement et repartir sur sa lancée parce que voilà, c'est un bon combattant donc et en plus il se construit bien à la base. Enfin, il se construisait bien, tu vois, avant ce petit accro. Donc voilà. Mais il y a que quand on verra son retour ou même le pendant. Tiens, je vais te donner un exemple. Conor McGregor. Conor McGregor, blessure, tu vois, défaite, blessure, tibia cassé. Derrière, sa communication était désastreuse, son retour il s'est jamais fait. Enfin, tu vois, il y a eu un Ouais, mais parce que non mais parce que médiatiquement, tu sais, très très suivi médiatiquement. Alors c'est pas la même échelle, mais quand même sur le sol français, Baki fait partie de ceux qui sont les plus suivis, tu vois, médiatiquement, qui a le plus de poids médiatiquement.
Ouais, bon, après, le stade de carrière fait que c'est pas du tout comparable parce que quand il se blesse, Connor, c'est sur la fin de sa carrière où il est déjà plein, en fait. Tu vois, il Hum, est déjà riche, il a déjà la notoriété maximale. Donc, je peux comprendre que c'est plus compliqué à revenir. Tu vois, au bout d'un moment, tu vois toutes les critiques et tout, tu te dis, bon, je m'en fous, ça y est. De toute façon, j'en ai fini avec ça. Là où Baki, c'est que le début. je suis d'accord. Mais bon, c'est pour ça que je dis ça. Je fais un parallèle, mais c'était en fait, je fais même pas un parallèle. C'était juste pour prendre un exemple d'un mec qui après une blessure, tu sais quand tu tardes à revenir parce que tu dois te faire une rééducation, parce que ceci, parce que cela, où ce temps d'attente est encore plus délétère. Tu vois, quand tu perds et que tu reviens tout de suite, tu peux être encore dans le move, tu vois. Quand plus tu attends, plus tu tardes et plus c'est compliqué. Bon là, effectivement, ça sera l'histoire d'un an, mais en tout cas, bon. C'est pour dire que c'est possible. C'est possible que, tu vois, derrière, quand t'es oublié, quand t'es blessé, t'es oublié, il y a d'autres choses qui se passent, tu sais, dans la catégorie, enfin, tu vois, dans le monde du MMA, que tu vois des opportunités qui étaient là, où t'étais aux portes de ces opportunités-là et qu'elles s'effacent, que tu vois le train passer, tu vois, comment tu réagis psychologiquement, comment tu reviens de ça, tu vois. Ouais. Bah, écoute, moi, je pense quand même que je suis confiant sur ça. Comme je te dis, il est très jeune. Il y a du temps. C'est pas une blessure qui arrive où, voilà, t'as 30 ans et tu sais que justement tes meilleures années passent et c'est foutu en fait. Écoute, c'est un an. Il l'a déjà fait, hein. Finalement, un an sans combattre, il l'a déjà fait. Je pense qu'il reviendra. Il reviendra bien. Ouais. Bah écoute, je pense aussi, hein. Mais bon, c'est un questionnement qu'il faut avoir. Et c'est mon devoir de te poser ces questions. Bref, derrière, c'est marrant parce qu'il y a eu cette blessure-là, enfin cette annonce de blessure. Il y a eu un florilège donc de blessures inavouées qui sont sorties sur le devant de la scène. Donc on a parlé déjà de Doumbé, qui a évoqué sa blessure au genou avant son combat contre Baki. Mais il y a aussi une sortie de Mauricio Ruffi, qui a dévoilé celle de Pereira pour le premier affrontement contre Ankalaev. Il a dit maintenant que tout est terminé, je peux le dire, il se battait avec un tibia fracturé lors du premier combat. Son tibia était tellement blessé qu'il ne pouvait à peine marcher. Il a perdu, mais il est quand même allé se battre, et ensuite il est revenu pour la revanche et a montré son vrai niveau. Et puis derrière, après, il y a eu son pied cassé là lors du combat où il a finalisé, bon, très rapidement, mais son combat avec le pied cassé. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil, hein, tu vois, blessure. Alors, je pense que tu vois, Pereira, ça a dû quand même le ronger de ne, tu sais, ne pas expliquer cette blessure, lui pour le coup, avec la défaite contre Ankalaev, mais il l'a gardé pour lui. Tu vois, la Ouais, définition il n'y a pas d'excuse. J'ai perdu, je reviendrai. Et derrière, bah, j'essaierai de laver l'affront, mais dans la seule réalité qui est celle de la cage, quoi. ouais. Il l'a gardé pour lui. Justement, tu sais, on s'interrogeait parce qu'il semblait pas vouloir la revanche tout de suite, alors que ça nous semblait logique qu'il la réclame tout de suite. Finalement, ça a mis quand même un peu de temps avant que la revanche se fasse. Donc, je pense qu'il soignait cette blessure. Mhm. Euh, Écoute, ouais. Bah, que ça sorte maintenant, pareil, je vois pas vraiment l'intérêt. Pereira, il a simplement dit, j'étais à 40%. Voilà. Voilà. Sans justifier, sans chercher à... Ce qui est, je trouve, une bonne réaction, qui colle en plus avec le personnage de Pereira. Oui. Après, lui, il a eu l'habitude de combattre en étant diminué, hein. De plein de facteurs possibles, mais il a combattu très souvent diminué, Pereira, dans ses fights. Ouais, ouais. Et encore Bah une fois, écoute, tu vois, je, quand je, tu je vois acceptes, pas, je vois pas l'intérêt de sortir maintenant, ça aussi. bah, c'est pas lui qui l'a sorti. Ouais, C'est je sais. Ruffy, tu vois. Je vois pas l'intérêt. Bah, ça rajoute, tu sais, encore une fois, il y a pas, le seul intérêt, c'est de remettre une vérité en place, mais une fois que c'est plus une excuse. Tu vois, c'est ça en fait, c'est toute une question de temporalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois ça, tu te dis ouais, bah, y a pas, effectivement, il y a pas d'intérêt. Ça y est, Mais il c'est y en bon, a c'est pas fait, c'est besoin. passé. Il l'a Il y en a pas besoin prouvé, puisque tout le tu monde a vois. acté, tu vois, justement, juste avec ce qu'a dit Pereira, j'étais à 40%. À la revanche, il a dit là, je suis à 100%, vous verrez la différence. T'as même pas besoin de parler de plus de blessures, etc., puisque tout le monde a été d'accord pour dire,
Ok, c'est vrai que dans le premier combat, alors il était vraiment à 40%. Sans chercher Ouais. blessure par blessure, il y en a qui parlaient de fatigue, trop exposé médiatiquement et tout. Finalement, la raison, on s'en fout. Tout ce qu'on voit, c'est que ce qu'il a dit, c'était vrai. Et puis de l'autre côté, il y a aussi la blessure d'Ankalaev qui est sortie, qui était blessé aux côtes avant le combat. Alors justement, c'est ce que j'allais te dire. Et qu'il l'a sorti tout de suite après, comme quoi il était blessé. Alors c'est surtout Daniel Cormier qui a confirmé qu'il était blessé aux côtes, mais effectivement il y a de ça. Et je pense que tu sais cette sortie là de Ruffy, c'est Allez, par aussi rapport pour à dire ça. voilà, c'est dans le sens où ok t'es blessé aux côtes, mais je te rappelle que lui aussi il était blessé lors du premier combat sur un truc où il pouvait même pas marcher, et pourtant il t'a amené à la décision, tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes et des fêtes. C'est-à-dire que toi, ta défaite, tu t'es fait éteindre tout de suite. Bon, bah voilà, il n'y a pas de. Il y a rien à dire. Enfin, c'est... Vous avez tous les deux fait un combat en étant blessés. Il y en a un qui est parti à une décision qui aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre pour beaucoup, tu vois. Même si Ankalaev méritait sa victoire. Mais pour le coup, toi, tu t'es fait éteindre début de premier round, voilà, point barre, on n'en parle plus. Mm. Ouais. D'ailleurs, Baki Zebo, revanche ou pas revanche? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire cette revanche? Euh, Bah, revanche, déjà, de toute façon, on sait que Zebo est actif. C'est un combattant qui combat souvent. C'est-à-dire que là, le temps que Baki se remette, Zebo va faire des combats. C'est même Mhm. pas dit que Zebo sera encore champion. C'est même pas dit que Mhm. Zebo sera encore à l'ARES. Parce qu'il peut Mhm. bouger de l'ARES. Donc non, je pense qu'il faut pas se focaliser sur ça. S'ils doivent se retrouver plus tard dans leur carrière, pourquoi pas. Mais viser absolument une revanche sur le retour, non. En fait, il y a trop de facteurs à prendre en compte pour se focaliser sur une revanche immédiate. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et tout comme on l'avait dit pour Doumbé Baki, tu sais, je vois pas pourquoi on dirait une chose différente pour ce combat-là. Faut que les choses se fassent. Faut que chacun fasse son chemin de son côté. Et puis voilà, de toute façon, une défaite, c'est une défaite. T'es pas obligé de la laver toujours contre la personne contre qui tu t'es battu. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est ta carrière parlera d'elle-même. Et puis effectivement, s'ils se retrouvent plus tard, ils se retrouveront plus tard. Euh, Dernière question aussi que j'avais pas posée là sur eux. Ce combat-là, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était loin du niveau UFC. Doumbé lui-même a dit que c'était loin du niveau UFC. Je suis pas d'accord. Parce que à l'UFC, il y a des niveaux. Et ce combat-là, j'ai vu des combats bien pires que ça, même techniquement, dans le rythme, techniquement et tout ça, à l'UFC. Pour moi, les deux, ils ont un niveau UFC. Après, attention, encore une fois, niveau UFC veut pas dire niveau champion UFC. Ah, ça veut tout dire, ça veut rien dire niveau UFC. C'est des mecs Bah qui ouais. rentrent à l'UFC, qui font deux combats et qui en ressortent. Pourtant, ils sont à Mhm. l'UFC. Donc Ouais. non, c'était un combat. Alors techniquement, c'était pas dégueulasse, mais c'était pas le plus grand combat technique non plus. Il y avait de l'intensité, c'était un bon combat. Moi, j'ai pas de. Ah, oui. Moi, j'ai pris du Tu vois, plaisir à le regarder, hein. tu mets ce combat, enfin, tu mets ce combat, tu le mets en early prélim d'un UFC et tu le vois, tu le regardes sans savoir que c'est des mecs de la reste. Tu vas pas te dire, tu vas rien me dire, tu vois, c'est un combat normal. Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, Non, là, il tire gratuitement. Il tire gratuitement. Je suis désolé, mais je vois pas. Enfin, c'est Doumbé. C'est qu'il veut. Voilà, pour lui, c'est deux petits, comme la photo qu'il a postée. Mais bah, si on part de ce principe-là, Doumbé, à quel moment il fait un combat qui est niveau UFC? ben exactement. Exactement. Donc non mais je suis d'accord avec ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Et puis il y en a qui me l'ont mis en commentaire, tu sais, sur les vidéos, et c'est ce que j'ai répondu. Enfin, tu peux pas présager de ça. Même dire que c'était un combat chiant, enfin non, non, je suis pas d'accord. Tu vois, je l'ai vu deux fois. Il y a des combats, je vais vous dire, j'ai des combats UFC que j'ai vu deux fois pour le podcast où je me suis dit, oh, avant de le faire regarder une deuxième fois, tu vois, je me suis mouillé la nuque, tu vois. J'ai fait, ah, putain, il faut que je me prépare psychologiquement. J'ai été boire trois Red Bull et je me suis dit, allez, on y va. Mais celui-là, je l'ai revu une deuxième fois sans vraiment de problème. Vraiment, je l'ai regardé avec plaisir deux fois. Et puis même, je suis revenu sur des parties, tu vois, et franchement, j'ai revu le KO plusieurs fois.
Non, il m'a pas choqué. Bref, passons au sujet suivant. Joe Rogan qui dévoile le plus grand affrontement à faire à la Maison Blanche. Il dit le plus gros combat possible, c'est Alex Pereira contre John Jones à la Maison Blanche, sans déconner. Faire ça en catchweight à 102 kilos, pas besoin que ce soit pour la ceinture. Appelez ça la version Badass Motherfucker édition supérieure. J'aime bien, édition spéciale. Le combat entre John Jones et Pereira serait probablement le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. En termes de match-up, tu as d'un côté le plus grand combattant de tous les temps, John Jones, et de l'autre, sans doute, le striker le plus destructeur qu'on ait jamais vu. Personne n'est comme ça. Non, 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 non. Personne n'est comme ce gars-là, Poatan. Si John pense vraiment qu'il va affronter Pereira, alors il est en train de se préparer au minimum. Il se prépare mentalement. C'est en train de prendre forme, là, hein, ce combat-là, hein. Euh, bon, je sais pas si ça prend forme. Maintenant, pour moi, très honnêtement, c'est pas le plus grand combat de tous les temps. Enfin, on en est très très loin. On est très Oui, très loin. Et je pense qu'à l'UFC, on est d'accord. tu vois, si on parle de main event de rêve pour la Maison Blanche, moi, tu me mets Topuria contre Makhachev, on est déjà 1000 fois au-dessus de Jones et Pereira. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'on l'a dit, c'est un mismatch. C'est un combat qui sera normalement à sens unique pour John Jones. Ça reste du MMA, ça reste quelqu'un qui a la foudre dans les poings, enfin pour Pereira, mais son panel technique est tellement évolué par rapport à par rapport à Pereira que normalement il y a pas match entre les deux. Alors l'affiche me plaît. Tu me le Oui, mets voilà. en super fight d'un UFC Maison Blanche, je signe tous les jours. Mais Mais bien tous les sûr. jours. Mais oui, surtout que en plus de ça, John Jones n'a pas fait sa sortie comme il se doit. Tu vois, vraiment, pour le coup, on l'a dit plein de fois, les conférences de presse, on en a parlé 3 minutes, et puis voilà. Tu viens, tu lui offres ce dernier combat sur un truc un peu spécial, où en plus de ça, Pereira est d'accord avec ça, et il dit quelque chose qui est presque vrai, pas tout à fait, tu vois, pour le coup. Parce qu'il préfère en fait prendre Jones à Aspinall. Il dit, j'ai 38 ans, tu sais, je dois aussi réfléchir à ma carrière. Quand je pense que John Jones, non, quand je pense, pardon, à ce que John Jones a dit l'autre jour, Alex est bien plus important. Donc, il parle de Alex Pereira par rapport à Aspinall, d'après John Jones. Je suis complètement d'accord avec lui, tu vois. On est tous les deux de grands noms, et franchement, si je perds, si il perd, au fond, personne ne perd vraiment tout. Ah, je suis pas Alors, d'accord. je suis pas d'accord. Toi, oui, tu perds pas tout. John Jones, il perd tout. Il p- Mais encore pire que tout. Encore pire que tout parce que il monte en poids lourd, il affronte Stipe, d'accord? Stipe vieillissant, qui était clairement sur la fin. Ensuite, il bagane, grosse perf, rien à dire. Il Non, prend sa retraite. c'est l'inverse. Il bagane après Stipe. Oui, Il ouais, prend la ceinture avec Gann. oui. Et après, il a défend contre Stipe. Derrière, il prend sa retraite. On l'accuse de fuir Aspinall qui est en train de monter, de fuir Jones, de fuir Ngannou, enfin de fuir finalement tous les mecs les plus terrifiants des poids lourds. Tu reviens pour prendre le mec d'en dessous, qui à la base est un 84. Donc il monte en Wow. 93. Ouais, Oui, ouais, 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 ouais. à Bon. la base c'est un 84. Moi, ouais, ouais. On Donc sait pas encore aujourd'hui comment la science peut expliquer comment il a fait 84 kilos, ce mec-là, quand même, hein. tu reviens, tu bats Pereira. Les gens de toute façon ils vont même pas être emballés. Tu vois, t'as battu le mec d'en dessous, alors qu'il y avait le champion en titre de ta KT qui t'attendait. Donc déjà, tu prends même pas franchement en valeur en battant Pereira. Si en plus tu perds, mais c'est bon, c'est fini. Là, pour le coup, il perd vraiment tout ce qu'il a fait aux yeux du monde. Je suis d'accord sur la fin, je suis pas d'accord sur le début de ce que tu dis. Dans le sens où, oui, tu perds tout, ça c'est bon, on est d'accord. Ça là-dessus, on l'a dit. Maintenant, de là à dire, ouais, les gens ils s'en foutent, ils gagnent contre Pereira, ça a pas d'impact, les gens seront pas satisfaits, machin, tatati tatala. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Pereira reste quelqu'un qui a battu X champions, anciens champions, dans deux catégories différentes.
qui parle de monter en lourd. Il y a encore Gann là qui a dit que ça serait extraordinaire de l'affronter et que ça aurait une vraie valeur de le battre, vu que c'est un des meilleurs strikers de pied-point de tout l'UFC. Donc tout le monde, tu vois, tout le monde dit que ça aurait une valeur de le battre et John Jones, s'il le bat, ça aurait pas de valeur. Bon, si, ça a une valeur quand même, tu Déjà, ça vois. a une valeur financière pour tous ceux que tu as cités. Ils veulent Bon, affronter Pereira parce qu'il va ça, ramener beaucoup d'argent. on est d'accord. Et Mais au-delà de ça, stylistiquement, le combat est bien plus intéressant pour un Gann versus Pereira. Là, oui, il y a un intérêt. Qui est le meilleur striker? Maintenant, pour un lutteur du niveau de Jones, comme tu l'as dit, c'est un mismatch. Sur le papier, hein. non mais je suis d'accord. Mais t'as toujours bon parce qu'il fera pas l'erreur, tu vois. Ankalaev, il a dit oui, j'ai été surpris par sa défense de lutte. Alors lui déjà, tu vois, il y en a qui ont redit oui, il a du fight IQ. Excuse-moi, il a fait un premier fight où il a fait zéro takedown réussi sur tout le fight. Et là, il vient nous dire sur le deuxième fight, ouais, j'ai été surpris, il a une bonne défense. Non, mais Ankalaev, Bon, il, d'accord. Non, mais il a on une est bonne d'accord. défense. On l'avait vu. Et Ankalaev n'est pas un excellent lutteur aussi. Et c'est pas un lutteur, mais oui, non, mais on est d'accord. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais là, c'était juste une histoire de jeter une petite crotte de nez en KLF, là, parce que là, il m'a saoulé quand j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, lui aussi, c'est un forceur. Tu vois, faut arrêter les bêtises. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que ça reste quand même quelqu'un qui, pour l'instant, en tout cas, n'a jamais été mis en difficulté en lutte et au sol assez suffisamment pour que, il perde un combat. Qui, Pereira? Bah oui, pas John Jones. Il a affronté qui à ce niveau-là? Peut-être. Non mais, on est d'accord. Mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, en tout cas, il a toujours fait preuve de stabilité, il a toujours su se relever, il a toujours su bloquer ce qui se passait au sol, et toujours su rester suffisamment debout pour pouvoir allumer ses adversaires et les mettre KO. Tu vois. Il y a quand même, pour les gens, je parle pas des analystes et tout ça, hein, mais pour si on part du principe du grand public, tu mets ce fight-là, tout le monde est ultra hypé plus que pour beaucoup de combats qui ont plus de valeur technique, tu vois. Où il Mais y a un oui. match qui est Non, beaucoup plus mais serré. mais sur ça, on est d'accord. Je te dis pas le contraire. Là, je parle de moi. D'accord, ok. Mais oui, moi je te jure, ce combat-là me plaît. Hein. Demain, tu me le fais à la Maison Blanche, je trouve que ça colle parfaitement avec l'événement, tu vois, avec un événement de ce type. Tu vois, c'est un événement de ce type, c'est pas que un intérêt sportif, c'est un intérêt aussi médiatique. Et ce combat-là, médiatiquement, ça serait, même si tu mets Topuria Makhachev, médiatiquement, ce combat-là, il bouffe tout. Ah, je suis pas sûr. Médiatiquement, hein. Ah, oui, même médiatiquement, hein, je suis pas sûr. Ah, arrête. Pereira, aujourd'hui, c'est une des plus grosses stars de l'UFC. Plus que encore que Makhachev. Peut-être même plus que Topuria, pour l'instant, à l'instant T, je parle, hein. Ah, je suis pas convaincu. Je pense que ça se vaut. Bon, alors avec Topuria, mais avec Makhachev, je suis sûr qu'il est au-dessus. La preuve est, c'est que tous les gros événements, on a vu Pereira. Sur tous les gros événements. Et Ouais, il oui. fait le main event de l'UFC 300. Ouais, après, est-ce que c'était le premier choix? Je suis pas sûr. On sait qu'il sauve la carte. Mais il la sauve de la meilleure des manières. Ah, alors, sur ça, on est d'accord. Il déçoit jamais. C'est ça le truc. Et les gens, c'est ça qu'ils voient. Bah, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si par exemple, je parle pas sportivement, médiatiquement. Médiatiquement, je précise, médiatiquement, si un Jones Pereira a plus de hype par exemple, un Makhachev Topuria, tiens. Médiatiquement. Pas sportivement. Sportivement, bien sûr que effectivement, ce combat-là, je l'attends beaucoup plus Hum. de Topuria contre Makhachev. Je l'attends un milliard de fois plus. Mais en tout cas, ouais, sportivement, je pense que médiatiquement, pardon, je pense que c'est Pereira qui prend le lead. Pereira contre Jones. De toute façon, on sait que le main event, il y a de grandes chances qu'il soit américain. Donc, ils ont besoin d'un américain star.
Donc ça Ouais. aurait du sens. Oui, ça aurait du sens. Mais bon, je le regarderai avec plaisir, hein. Mais c'est pas ce combat que j'attends pour l'UFC Maison Blanche, moi perso. Bah, tu vois, moi, dans le florilège de combats qu'on peut nous apporter, tu sais, si on doit cocher plusieurs cases, tu vois, une case sportive avec une ceinture qui a de la valeur, une case médiatique, une case, enfin, tu vois, avec un combat qui est plus hypant qu'autre chose, tu vois, pas un freak show, parce que ça serait pas un freak show, mais tu vois, un truc un peu plus qui sortirait de l'ordinaire, type, justement, BMF. Tu vois, BMF supérieur, édition supérieure, édition gold, édition platine, ce que tu veux, je m'en fous. Ou même une ceinture, j'en sais rien, qui serait créée pour l'occasion, tu vois. Je me dis quel combat on peut mettre. Il y a deux combattants qui seraient les plus indiqués pour que ça se fasse. C'est Connor ou John Jones. Si on prend deux combattants légendaires de l'organisation, Mhm. bah, je préfère voir John Jones que de voir Connor. Moi aussi. Ah, sur ça, alors, oui, sur ça, on est d'accord. Parce que tu sais qu'au moins, sportivement, il sera prêt. Ah, mais sur ça, on est complètement d'accord. Là, il n'y a pas de doute. Donc bon. Mais je te dis, si Joe Rogan commence à parler de ça, il y en a de plus en plus qui parlent de ça. Pereira, il l'évoque, tout le monde appelle ce combat-là. Donc, et puis à choisir, je préfère voir ce combat-là que de voir Pereira contre, si on doit faire un freak show, hein, contre Shimaev, tu vois. Ouais, 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 ça m'intéresse aussi, hein. Franchement, Pereira, Shimaev, ça m'intéresse aussi, hein. Je trouve le match plus compétitif que contre Jones. Surtout si c'est en 93 kilos. Et en plus, t'as une ceinture en jeu. Non, il veut le prendre en poids lourd. C'est ça le pire. C'est que Shimaev, il demande à le prendre en poids lourd. Pas en Non, 93, mais donc pas de il y a ceinture en entre, jeu. entre ce qu'il demande et ce que l'UFC va dire, c'est autre chose. S'ils lui disent demain, tu combats Pereira en lourd léger pour trois ceintures, il va pas dire non. Enfin, pour une autre ceinture, il va pas dire non. Tu veux dire Shimaev pour une autre ceinture? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, moi, je sais pas. Bref, on verra. On verra, mais en tout cas, je me dis que tu sais, comme combat de retraite pour les deux, parce que ça peut être aussi potentiellement un combat de retraite, hein, et pour Pereira, et pour John Jones. Parce que Pereira, il a d'autres aspirations derrière. Il veut combattre en boxe anglaise. Pas pour l'argent, mais pour montrer qu'il serait encore le meilleur en boxe anglaise. Il dit voilà, je venais du kickboxing, j'ai été, enfin, on m'a critiqué, on ne croyait pas en moi en MMA, j'ai prouvé que je faisais partie des meilleurs. Aujourd'hui, je sais qu'on va me critiquer si je pars en anglaise et je veux montrer que je fais partie des meilleurs. Il le fait juste pour montrer que c'est le plus fort. Tu vois, encore une fois, ce que je t'ai dit, le débat la dernière fois sur la ceinture, qu'est-ce qui est le plus important, la ceinture ou le fait d'avoir envie d'être le meilleur, tu sais, dans le mindset. Bah lui, clairement, c'est pas la ceinture qui l'intéresse, c'est le fait d'être le meilleur. Donc, Mais il va pour perdre le la vie coup, en boxe anglaise, Pereira. il va perdre la vie, tu dis? Bah oui, il va perdre la vie. Déjà, tu le vois se parer contre des mecs qui sont même pas l'élite mondiale. Il prend que des pêches. T'imagines contre le top niveau? Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est la suite possible. Donc, il a déjà 38 ans, il peut pas le faire à 60 ans, tu vois. Donc, comme combat de retraite, honnêtement, je trouve que c'est pas mal, je trouve que c'est intéressant. Au moins, comme ça, boum, les deux posent les gants, ça y est, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Non, moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, d'autant plus qu'il reste quand même des fights intéressants à faire avec Alex à l'UFC. Ouais. Ouais, ouais, bah, mais bon, après. En tout cas, voilà. Et là, tu fais le Baddest Mother Retailer. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais Moi, je je crois que sais, c'est ça. je suis pas sûr, mais bon. Si, la retraite. Retired. Je crois que c'est Ah, ça. l'accent découpé au couteau. Ah, it's a mistake. Donc ouais. Bref, on enchaîne. Bah dites-nous en tout cas ce que vous préférez, ce que dans tous les choix potentiels.
La suite pour Manon Fiorot. Elle vient de battre Jasmine Jasudavicius. T'as vu comment je gère. À Vancouver par KO en 1 minute 14. Tu as vu le combat? Ouais. Bon, ça va. Rattraper ses patrons, t'as pu même le voir 3 fois, ça se passe bien. Elle revient d'une défaite pour la ceinture contre Shevchenko. On sait à quel point ça a été compliqué de revenir. En tout cas, pour le coup, elle ne vise pas le titre tout de suite, puisque elle dit j'ai fait beaucoup d'ajustements pendant mon camp d'entraînement, mes partenaires, mon coach. Mais oui, honnêtement, c'était le scénario parfait pour moi. Je suis toujours très déçu quand je perds, mais je pense avoir apporté de bons changements dans ma vie, comme dans mon entraînement. Ce soir, le résultat de ces ajustements. C'est quoi cette phrase? Ce soir, c'est le résultat de ces ajustements. Exactement. Et quand on lui demande avec qui elle souhaite combattre, elle dit pour être honnête, je m'en fiche, je veux simplement combattre le plus vite possible. Peu importe contre qui l'UFC me programme, je prendrai le combat. Écoute, elle a été classée numéro 1 là. Elle est passée devant Natalia Silva. Derrière elle, il y a Natalia Silva et il y a Grasso. C'est les deux qui suivent. On sait que Shevchenko, elle est bookée contre Weili Zhang. Mhm. À mon avis, s'il y a un autre combat qui se fait, ça serait contre l'une des deux. Oui. Oui, c'est sûr. J'ai envie de te dire, dans le pire des scénarios, peut-être même les deux. Parce que partant du principe où l'UFC, on sait ils veulent militer le plus possible, moi je serais pas étonné que si le combat est accroché entre Zhang et Shevchenko, Hmm. on ait une revanche. Et si par malheur, il y en a une qui gagne et l'autre qui gagne derrière, potentiellement une trilogie. Et là, tu te bloques la KT pendant 1 an et demi. Parce que j'ai Plus beaucoup de mal à si voir Zhang défaite. redescendre. Zhang, ouais, en général, tu sais, elle monte, si elle fait un combat accroché, elle va demander automatiquement sa revanche. Et puis si elle gagne, elle, si Zhang gagne, Shevchenko aura sa revanche automatiquement. Donc, ouais, tu peux partir du principe où tu bloques la KT pendant 1 an. Minimum. Alors, si Zhang perd, je suis pas sûr qu'il y ait revanche. Non, Même si combat Zhang, accroché. ah, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, ça reste une star, Zhang, hein. Franchement, elle est impressionnante dans la cage. Tu sais que si ça va à la décision, potentiellement, alors faudra faire l'analyse, hein. Mais là, dans ma tête, comme ça, je vois quand même un combat. Je vois pas Shevchenko se débarrasser de Zhang facilement. Oui. Surtout avec les ajustements et les évolutions de Zhang. Donc je te dis, franchement, même si Shevchenko gagne, je suis pas étonné si derrière ils font une revanche. Ah, je sais pas. Autant dans l'autre sens, oui. Dans l'autre sens, c'est évident, c'est sûr. Mais autant. Enfin, après, ça dépend aussi. Hein. Ça dépend. Ça dépend du Si elle fight. la soumet ou qu'elle l'éteint, tu vois, bon, Ça dépend du fight. là, il n'y a pas de revanche. Mais si ça va à la décision, oui. Mais par contre, Ça, dans l'autre sens, je sais pas. Je sais pas parce que même si elle monte et que derrière elle repasse pas, tu vois, par un fight avant d'avoir sa chance, tu vois. ouais. Après, tu sais, on n'est pas à l'abri que Shevchenko elle batte Zhang et elle pose ses gants. C'est possible aussi, ouais. C'est possible aussi. Il y a quelques temps, elle parlait hein, de retraite. Il y a un moment déjà qu'elle parlait de ça. Et ça, elle a fait le Ou tour un même peu, hein. qu'elle se fasse battre par Zhang et qu'elle pose les gants aussi. C'est une possibilité aussi. Ouais. Et pour le coup, Et je pense que honnêtement, l'UFC, il serait pas contre ça, parce que ça ferait du 109, ça ferait des combats inédits. Demain, tu mets une Manon Fiorot ou Weili Zhang, franchement, sacré combat, hein. C'est intéressant. il est quand ce combat? Euh, Zhang Shevchenko? Ouais, Je sais plus la date exacte. je vais te dire ça. Zhang Weili. C'est fin d'année, je Alors, crois. euh, c'est au 322. Ah, c'est le prochain numéroté. C'est le 16 novembre. Ouais, c'est ça. C'est demain, hein. C'est demain. Ouais, donc en fait, c'est limite. Limite, en fait, je sais pas comment ça se passe. C'est le co-main. Vous pouvez pas me poser la question plus vite. Non, je te pose la question parce Euh, on va probablement devoir faire l'analyse. Donc, je veux savoir combien de combats il y a.
Je- On va bientôt faire l'analyse, je veux savoir ce que j'ai à faire comme travail. C'est le co-main, bah oui, puisque le main c'est JDM contre Islam. Ça veut dire Non qu'il mais faut vas-y, analyser les deux là. laisse tomber. C'est moi si je m'écoutais, j'analyserais même plus que ça. Ah mais Tu t'écoutes pas, as, t'écoutes pas. non non mais je m'écoute pas, on n'a pas le temps de le faire. Mais t'as Sean Brady contre Michael Morales, Leon Edwards contre Carlos Prates. Oh, c'est une carte de fou. Euh, ouais, attends, je regarde. Bonnie Cole contre Rodolfo Vieira. Oh, Bon c'est une ça, je carte de fou. l'analyserai pas, mais voilà quoi. C'est Benel Dariush contre Benoît Saint-Denis. Alors ça aussi, il faut l'analyser. Ben, c'est ça. Ouais, il va falloir qu'on s'y prenne bien en avance, mais le problème c'est que bien en avance, on est déjà en retard. Bref, on verra, on avisera, on verra ce qu'on fera, comment on pourra le faire. Peut-être que ça sera pas aussi complet que d'habitude, mais qu'on essaiera de faire un spectre un peu plus large sur les combats. On verra, on avisera ça. Mais oui, donc ouais, donc potentiellement même, tu sais, même si elle dit qu'elle veut pas forcément avoir la ceinture après, c'est pas dit que, en fonction de comment ça se passe, effectivement, si Shevchenko pose les gants, qu'elle soit pas la prochaine au titre quand même, hein, en tant que numéro un. Après, Natalia Silva, c'est pas dit qu'elle passe pas devant, parce que Fresh a la ceinture. En fait, ça dépend c'est qui gagne aussi. Si c'est Weili Zhang qui est là, tu vois, tu peux faire une Manon Fiorot contre Zhang, ça se négocie. Hmm. Si Si c'est Shevchenko, Shevchenko et qu'il n'y a pas de Natalia revanche, Silva, ouais. voilà, peut peut-être passer devant. Ouais, mais c'est pour Et ça, dans je ce pense cas-là, qu'il t'aurais une, il faut la prendre, cette Natalia Silva. Pour casser justement tout risque qu'elle passe devant, parce qu'une fois que tu l'as battue, elle passera plus devant toi. c'est ça. Et Grasso, elle a trop perdu à la ceinture déjà pour Ouais. que, tu vois. Et elle a perdu contre Natalia Silva, de mémoire. Il faut, Oui, je crois que c'est oui, son dernier c'est combat, le c'est ça, dernier ouais. combat, je crois. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Il faut lui couper l'herbe sous le pied direct. Tu fais ce combat, si tu la bats, ça y est, t'es prétendante. Quoi qu'il se passe derrière, on sait que t'es la prochaine. Et en plus, c'est Ouais, un combat très intéressant. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, j'aime bien le mindset, tu vois, de Manon Fiorot, là. Peu importe ce qui se passe, je veux juste combattre. Elle veut reprendre de la confiance, quoi. Hmm. Pas la raison. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Franchement, c'est une très bonne chose. On continue? Sur les combats Hmm. qui sont passés sur cette même carte de l'UFC Vancouver, il y a le coach de RDR qui a pris la parole. Donc Régnier Derrider qui a abandonné son combat contre Brendan Allen à l'entame du cinquième round, donc à l'inter-round. Et visiblement c'est le coach de Derrider qui a pris cette décision, Haroun Oskan. Alors attention parce que c'est long. Je vais peut-être m'en mêler les pinceaux, vous savez que je suis pas un grand lecteur. Surtout que j'ai l'œil qui papillote depuis tout à l'heure. J'étais sur les excuses avant, comme ça j'ai pas besoin de les sortir après. Je fais une baki. Normalement, je ne partage pas de choses personnelles ici, mais je ressens le besoin d'expliquer un peu la situation à tous ceux qui nous soutiennent. Tout d'abord, merci pour le soutien incroyable que nous avons reçu. Cette année déjà a été folle et bien remplie. La nuit dernière ne s'est pas passée comme nous l'espérions. Après un premier round très solide, les choses ont rapidement commencé à se dégrader et nous n'avons pas pu vraiment nous remettre des coups reçus pendant et après le deuxième round. J'ai pris la décision d'arrêter le combat après le quatrième round. J'en assume l'entière responsabilité. C'était la bonne décision à ce moment-là. Ce n'est pas une décision que j'aurais jamais voulu prendre, mais parfois il faut le faire. Mon travail, c'est d'entraîner, mais aussi de veiller à la santé de mon combattant. J'ai accompagné Régnier quasiment tout au long de sa carrière et j'ai vu trop de signaux qui m'ont poussé à intervenir. S'il avait continué, il se serait battu jusqu'au bout. Plutôt que de risquer des dégâts inutiles, je préfère arrêter et rentrer à la maison aussi sain que possible. Mieux vaut vivre pour se battre un autre jour. C'est pas mal, j'aime bien cette petite phrase. Je me moque complètement de plaire aux autres et si cela doit se faire au détriment de la santé de quelqu'un. Il y a une autre ligne fine entre être dur et et préserver sa santé. Ce sport peut être brutal. Ces gars sacrifient énormément dans et en dehors de la cage. Il n'y a aucune raison d'ajouter des blessures évitables. Beaucoup oublient qu'ils sont des humains eux aussi. Aucune excuse pour cette défaite. Nous savions à quoi nous nous attendions. Nous ne sommes pas satisfaits de cette performance, mais pour l'instant, priorité à la récupération, à l'analyse, et nous reviendrons l'année prochaine. Cette année a été incroyable dans l'ensemble, et nous sommes reconnaissants pour les hauts comme pour les bas de la vie. Écoute, lucide,
c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des décisions à prendre, et là, il l'a fait. Derrière, ça fait parler, certes. Derrière, c'est compliqué, certes. Maintenant, alors, je te vois dandiner de la tête, tu vas me donner ton point de vue, mais tu sais, le truc qui dit, je connais mon athlète mieux que personne, et je vois les problématiques, enfin, tu vois, je vois quand c'est possible ou quand c'est pas possible. Écoute, c'est une réalité aussi. Tu vois, tu sais quand il y a quand le mec n'en peut plus ou pas. Enfin, tu sais, tu le connais mieux que personne. Tu sais quand il t'en peut plus Mhm. et est-ce qu'il faut attendre le chaos. Tu vois, juste pour dire voilà. Bon, même si je pense qu'il n'y aurait pas eu de chaos, mais il y avait quand même pas mal de dégâts. Il était quand même pas mal ouvert. Il avait un gros œuf. Tu sais, tu t'as vu le combat? Oui, j'ai vu le combat. T'as vu que le médecin il est rentré entre le Mhm. 3 et 4 pour vérifier si au niveau de la tempe tout allait bien et tout ça. Bon, il y a eu quand même un cumul de dégâts. Je trouve pas ça déconnant. Ça Sur renvoie le, une image dégueulasse, hein, mais je trouve pas ça déconnant. non, sur le fond, tout ce qu'il dit, humainement, c'est sain. C'est hyper logique. Tu vois? Il veut préserver son athlète et il a tout à fait raison. Le truc, c'est que je crois que ça s'est quasiment jamais vu. En tout cas à l'UFC, en tout cas dernièrement, ça s'est jamais vu. Et si on parle de mindset, c'est compliqué hein, d'être champion avec cette mentalité. D'autant plus qu'il a déjà abandonné dans sa carrière au One contre Ouais, Mountain, je crois. ouais. Tu vois, où il abandonne pour les mêmes raisons, quasiment de fatigue. Enfin, c'est quand même quasiment du jamais vu à ce niveau-là. Quand tu prétends vouloir être champion, abandonner parce que t'es fatigué, c'est compliqué. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, la question que je me pose, est-ce que le coach était OK pour ce fight? Tu sais, il y a différentes parties prenantes à la base. Tu sais, quand un combat se met en place, t'as le manager, t'as le combattant, t'as le coach. Tu vois, il a combattu plusieurs fois. Régnier Derrider, cette année, c'était son quatrième combat. Quatrième ou cinquième? Quatrième, je crois. Quatrième. Quatrième combat, quatrième cutting. Quatrième gros cutting, parce qu'il faut la veille de la pesée, il était encore à 100 kilos, hein, donc c'est quand même, il descend à 84 kilos, c'est quand même un énorme cutting. Il avait été, enfin tu vois, bon, il y a plein de facteurs comme ça qui disent que j'ai écouté Jab Life, je sais pas si t'as écouté avec Aldric qui était donc là-bas à Vancouver hein, pour Manon et qui disait comme quoi il voyait dès la pesée que De Reader déjà il n'était pas au mieux de sa forme. Tu vois, il sentait il y avait un problème déjà physique, un pépin de santé, enfin ou un pépin qui faisait que derrière il était, c'était pas le de Reader habituel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand tu as vécu tout ça avant, quand t'es peut-être pas le coach, quand il était pas ok avec le fait de faire ce combat-là, qui avait une valeur quand c'était Ruffy, quand c'était Fluffy, c'est pas le même. Ben, heureusement, Euh, finalement. Pour le coup, heureusement que c'était pas Fluffy, hein. ah oui non, sinon il le tue. Non, on va pas se mentir. Ah, il le tue. Mais Mais tu vois, quand en fait tu te rends compte que ce combat-là, qui avait une valeur parce que c'était une demi-finale mondiale, en fait se retrouve à être seulement un main event de Fight Night, et que en plus de ça, ton combattant il est déjà très diminué avant même le combat, et qu'en plus de ça, il prend la foudre dans le combat, que tu vois qu'il est épuisé, que tu vois qu'il prend de gros dégâts, tu sais, moi je trouve cette décision logique. Tu vois, après qu'elle soit, Tu sais ce que je ressens, moi? ouais, Peut-être que je me trompe, c'est juste mon ressenti, hein. Mon ressenti, c'est que c'est pas son coach qui arrête le combat. C'est lui qui veut pas y retourner, parce qu'il en peut plus. Et que son coach, pour prendre ses patins, fait cette déclaration. En mode, c'est ma décision. Ce que je ouais. ressens quand je regarde le fight. Et ce qui est une bonne réaction, tu vois. Là, pour le coup, pour Mhm. préserver son combattant, c'est lui qui se met en avant et qui dit, j'ai pris cette décision. Mais je pense que dans le non-verbal, tu sens qu'il veut pas y retourner, Derrida. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand j'ai lu la déclaration et que je me suis refait le fight, j'ai eu le même sentiment que toi. C'est comme Parce que ça que tu le vois je le revenir, ressens. tu le vois, tu sais, collé avec la glace sur lui, à dire, tu sais, à faire genre, non, je peux plus, Mhm. j'en peux plus. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ouais, Ce qui mettrait en exergue une faille mentale.
Ce qui est bizarre parce que sur son dernier fight contre Whittaker, il montre quand même un sacré mental. C'était une énorme guerre contre Whittaker. Le combat, il Mhm. est plus qu'accroché. Mais, bon, si vraiment ça vient de son fait qu'il a abandonné, ça serait la deuxième fois. Tu sais, c'est pas anodin, hein. Je sais plus qui il y a un combattant qui avait posté sur Twitter, un mec de l'UFC qui avait dit si t'abandonnes une fois, t'abandonneras toute ta vie en mettant l'abandon qu'il a eu au One. Et tu vois, si vraiment c'est la deuxième fois qu'il abandonne, ça montre juste qu'il a pas le mental d'atteindre le grave. Il abandonnera toujours. Ouais, en tout cas, quand ça sera compliqué, il abandonnera, ouais. Pas compliqué. Comme tu Parce l'as dit, que, contre tu vois, Whittaker, finalement, c'était accroché aussi, tu vois. Donc mais ça veut dire que quand même, il a finalement, réussi à faire des guerres dans sa carrière. bien sûr, mais là, je pense qu'on est, pour refaire un saut en arrière sur le podcast, on est dans la stature de Baki contre Zebo où c'est censé être facile. Parce que Baki battait Zebo à l'entraînement et parce Oui. que De Ridder a battu Allen dans un match il y a peu de temps en grappling où il était tranquille, tu vois. Il s'est dit ça va être la même. Ça va être la même. Bon, je vais l'amener au sol, je vais le soumettre tranquillement. Sauf que non. C'est un autre Mhm, sport. mhm. C'est un autre moment. Bah, il y a des frappes, déjà, pour commencer. Déjà, il y a des frappes. Et puis quand tu vois que c'est pas aussi facile, alors que ça devait l'être, bah là, t'as tendance à craquer plus facilement mentalement. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi, tu sais, un peu de surentraînement? C'est quand t'enchaînes les camps, des gros cuttings comme ça, tu sais, ton corps qui lâche, t'es fatigué, tu t'en peux plus. On est à l'automne. Ton Oui, organisme n'est pas au top. mais peut-être, mais ça c'est son problème, hein. C'est son problème, on est d'accord. Non, non, mais je suis là-dessus, on est d'accord. Pour moi, je l'ai dit de toute façon dans le, je crois, de mémoire, je l'ai, alors je sais plus si je l'ai dit dans l'épisode ou si on en a parlé ensemble, mais quand t'arrives au round 4, qu'il te reste un round, ah, va au bout des choses, tu vois. Va au bout. Quand c'est juste de la fatigue, tu vas serrer les dents, mais tu vas au bout des choses, quoi. Pour l'image que ça renvoie. Par contre, tu sais, je reprends le Jab Life avec Aldric Cassata, qui disait comme quoi, est-ce que, tu sais, l'UFC n'a pas un petit peu contraint RDR à conserver ce fight pour ne pas perdre le main event, en sachant qu'il avait été covidé, que ça avait été compliqué, que, enfin, tu vois, que il y avait pas mal de choses comme ça qui pas mal d'éléments, tu vois, qui l'ont mis sans dessus dessous et que l'UFC l'a pas contraint un petit peu de prendre ce fight et qu'il l'a pris quoi qu'il arrive et qu'en fait il était vraiment pas en capacité de le faire, tu vois, qu'il a pas pu le lâcher avant. Tu vois, il y a des fois, tu sais, si t'es vraiment, vraiment, vraiment pas bien, tu peux dire, bah non, stop, je peux pas, tu vois. Tu sais la phrase quand il dit ça reste des humains, tu vois, il dit beaucoup oublient qu'ils sont humains eux aussi. Mais tu sais, t'as des jours où tu te réveilles, ou Mhm. la veille, ou je sais pas quoi, t'es pas bien, t'es malade, tu vas aller chez le médecin, tu vas faire ton petit arrêt maladie, Mais je tu suis vois. 1000 fois d'accord avec ça. Et je te dis, sa déclaration, elle est. Tu regardes sa déclaration, il n'y a rien d'incohérent dans ce qu'il dit. C'est logique ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là, et on le dit, on vient de le dire pour Baki, mais c'est valable pour tous les combattants. À partir du moment où tu décides de rentrer dans la case, Ah, c'est ton problème. tu dis contraindre, oui, mais contraindre, ta vie n'est pas en jeu. Contraindre, ça veut dire que t'as toujours le choix. Même s'il y a des conséquences derrière, t'as quand même le Voilà. choix. Je suis désolé, mais la perf qu'il fait et ça, finalement, l'abandon qu'il fait, il s'en sort pas mieux finalement, parce que tout le monde lui tombe dessus, donc il s'en sort pas mieux. Alors oui et non, parce que en fait, si ton contraint et que ça, il arrive ça, que tu fais un combat dégueulasse, mais que t'avais dit, écoutez, je peux pas, physiquement je peux pas, ils peuvent très bien te t'accélérer sur un fight qui te permet de remonter plus vite et de revenir très vite, c'est dans le pool des prétendants à la ceinture. Par contre, si c'est pas le cas et que tu te foires et tout ça, l'UFC par contre, ils peuvent très bien si t'abandonnes, l'UFC déteste ça. Tu vois, si y a pas eu de contrainte, c'est ce qu'il expliquait. Hein, ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est ce qu'il expliquait qu'il y a pas eu de contrainte et bah derrière ils peuvent te faire repartir dans les méandres et puis vas-y accroche-toi pour remonter. Là, ça a une vraie incidence sur ta carrière parce que ce que les gens disent, en soi on s'en fout. Ce qui compte c'est ce que l'UFC te propose derrière, tu vois. Ouais. Écoute, moi je suis pas convaincu que ce soit le bon calcul de se dire ça. Pour moi, quand t'es vraiment diminué, vraiment, vraiment, où on en est à ce point-là où tu sais que de toute façon,
Tu pourras pas aller au bout. Faut pas fighter. Ouais, sur le papier, Faut c'est pas vrai. fighter. Et Mais puis si tu suis la logique de son coach qui dit justement pour préserver sa santé, j'ai préféré arrêter le combat. Mais si tu voulais préserver vraiment sa santé, quand tu l'as vu avant le match, fallait lui dire on n'y va pas. Et là, ouais, là, c'est crédible ce que tu dis. On n'y va pas. oui, certes, mais tu sais très bien dans les faits que c'est pas vraiment possible à l'UFC. Tu fais ça, juste avant le fight, tu nous fais une dans la cage, l'autre qui est à l'entrée et qui dit ah, j'y vais pas. Non, je te dis Tu pas niques le main avant. event. Quand je te dis avant le fight, je te parle qu'il était malade une semaine avant. Bah, t'annules une semaine avant. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais, mais C'est c'est pas pas le une premier, hein. blessure. C'est pas le premier, hein. Non, mais je sais, mais c'est pas le premier sur une blessure. Tu te blesses, tu dis ok. Quand t'es juste malade, Ça arrivait à Ramzat. Ramzat, il était hospitalisé. Eh ben, il va à l'hôpital. Il va aux Il, urgences. il était hospitalisé, il avait des tuyaux de partout, il avait des plaques sur le corps. Bon, là, ok. Mais si t'as juste un petit Covid, il va te dire, vas-y, va combattre, frérot. Regarde aujourd'hui, regarde, les mecs combattent sous staphylocoque. Combien de fois il y en a eu qui ont combattu sur staphylocoque là ces dernières années? Il y a quelques années, et si jamais ça serait arrivé. Là, récemment, là, t'as un événement sur deux, t'as un mec qui combat avec un staff. Donc, imagine si t'es juste malade. Bon, il faut te dire, vas-y, va combattre. Tu sais très bien que tu peux pas abandonner comme ça. C'est encore plus délétère. Tu niques une carte, un main event en plus, pas genre un combat dans la carte. Le main event, tu viens, tu le fais sauter parce que t'as un petit rhume. Je rigole hein, quand je dis t'as un petit rhume, mais tu vois, pour l'UFC, c'est ça qu'ils vont entendre. À quoi, t'es enrhumé, tu vas pas combattre? Ok, pas de problème. Et derrière, tu sais que t'es mort. Bon, t'es mort sans être mort. Parce que au niveau où il est de Reader, ça reste un nom intéressant. Tu vois, avant ce combat, on parlait quand même de potentiel kryptonite pour Shimaev. Donc il serait pas redescendu en dessous du top 15, on lui aurait pas donné un inconnu. Il aurait combattu derrière. Parce que l'UFC avait besoin qu'il combatte de toute façon. Dis là, le move là, il est vraiment pas fou. Mais Ah, il est bénéfique pour nous parce que ça conforte la place de Nassourdine en tant mais, que mais prochain oui, challenger. Donc c'est parfait. mais bien sûr, mais bien sûr. Non, par contre, tu sais, tiens, revenons là-dessus, sur le fait tu sais, sur l'histoire de la kryptonite de Shimaev. Est-ce qu'on peut vraiment se baser sur ce combat-là? Alors, pour le côté mental, oui. Sur le côté technique, physique, tu vois. Est-ce qu'on peut se baser sur ce combat-là pour dire oui, il a aucune chance? Parce que on le sait, toi et moi, on l'a vécu. Parce qu'il y a une réalité, hein. Il y en a beaucoup qui vont parler, qui ont jamais mis les pieds sur un tapis et qui vont dire ouais, attends, le mec, il a tenté plein de trucs, il a jamais réussi. Si Brendan Allen, il a défendu, alors Shimaev, n'en parlons pas. On le sait très bien que quand t'es à bout physiquement, tu tentes des choses, mais t'as pas ce petit truc magique. Tu vois, c'est comme ça, hein. Il y a des moments où t'es vraiment pas dedans, tu tentes plein de choses et tu sens que ton corps il suit pas, ton mental ne suit pas, et donc tout ce que tu tentes, ça foire. Et il y a des moments où t'es en pleine possession de tes moyens et t'as le petit truc magique comme ça qui fait que t'as beaucoup plus de réussite, que tu vas pouvoir te placer un peu mieux parce que tu vas exploser un peu mieux parce que tu vas te placer, enfin tu vois, et tu vas réussir à installer ton jeu beaucoup plus facilement. Tu vois. Est-ce que ce combat-là est le combat? Je dis pas, attention, là quand je dis ça, je dis pas que Renier de Rider peut gagner contre Shimaev, hein. Mais est-ce que c'est ce combat-là qu'il faut prendre comme potentiel exemple pour dire que c'est cuit, 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 tu vois? On peut jamais dire que c'est cuit. Maintenant, ça semble compliqué quand même. Ça semble compliqué et encore faut-il que là, on sait qu'il était à potentiellement un combat de sa chance au titre. Selon les mecs qui vont lui mettre derrière, tu vois. Par exemple, là, je vois le combat contre Fluffy bien compliqué pour De Raider. Oui. Bah moi je voyais Fluffy hein, déjà de base, hein. Je le Sans vois pas analyse, je voyais forcément, Fluffy. je le vois pas forcément passer Andricus. Ça va être compliqué aussi. Un match compliqué. Donc on parle de Raider, mais est-ce que en termes de style, ça peut être intéressant contre le champion? La question, c'est ce qui va arriver jusqu'au champion. Ouais, non, non, je te parle pas de ça. Je te parle vraiment si les deux s'affrontent. Je te parle pas du chemin.
Le chemin, il y aura toujours des profils plus ou moins compliqués. Mais je te parle vraiment si demain ils s'affrontent. Parce que là, tu sais, vraiment les gens ils disent ouais, bah, attends, mais même Shimaev lui-même, il a traité de clown. Genre, c'est ça ma kryptonite. Tu vois, mais est-ce qu'on peut se baser sur ce combat-là pour dire que ce match-up là est complètement mort et enterré. Enfin mort et enterré, genre c'est pas genre il peut pas avoir lieu d'être, mais genre ça n'ira que dans le sens de Shimaev. Ah, quand même un Genre peu, hein. 10 victoires sur 10. Quand même un peu, hein. Je pense qu'il peut quand même un peu se baser sur ce combat, hein. Hmm, Fin de citation. c'est tout. Fin de citation. Fermez les guillemets. Oui, C'est celle-là je je vais me la base. sortir quand même un peu, hein, on peut se baser sur ce combat. Rolly 2000 quelle date on est? 23 octobre 2025. Fin de citation. J'ai pas besoin de me justifier. Oui, je me base sur ce combat. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je me base sur ce combat sur une chose, c'est sur le fait que il a pris énormément de coups. Tu vois, et que Shimaev, il a une tendance quand même à savoir ça, ressortir, refrapper, ressortir, refrapper, tu sais, esquiver tu sais, une tentative de soumission pour refrapper. Et je pense que le rythme sera beaucoup plus intense que Brendan Allen, tu vois, avec beaucoup plus de violence que Brendan Allen. Donc oui, oui. Maintenant, Brendan Allen s'est fait choper quand même sur pas mal de tentatives de soumission, et il suffit que d'une, tu vois, pour faire le taf. Donc je me dis quand même que même dans l'adversité, le truc qui m'a juste un peu rassuré, si on doit faire quand même, allez, l'avocat du diable, c'est que même dans l'adversité, même au pire du pire, en étant le plus mort possible, il a quand même réussi jusqu'au round 4 à monter sur des soumissions. Tu vois, et en tout cas tenter d'être dangereux sur son travail dos au sol. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, on se rassure comme on peut, hein. Non, 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 je dis juste, je Non, me mais je rassure vois ce pas que parce tu que je veux m'en dire. fous, mais dans le sens où, tu vois, Mais c'était voilà. presque automatique. Oui, mais justement, c'est ça qui me rassure un petit peu, c'est que tu vois, les automatismes sont là, quoi qu'il arrive, ils sont là, et que ça peut, tu sais, le combat, ça peut être juste un fait de match, hein. Juste un fait de match, ça peut suffire. Maintenant, je donne 90-10 pour Shimaev, 95-5 même, je dirais, pour Ouais, Shimaev, suite à ce combat-là. Tu vois. ouais. Euh, D'autant plus que, dernier truc, tu vois, on a parlé tout à l'heure de Bonical contre Rodolfo Vieira. Moi, j'attends le résultat de ce combat-là. Il m'intéresse ce Si combat. Rodolfo Vieira euh, bat Bonical, ça retire de la superbe de la victoire, tu sais, de De RDR. Reader. Ouais. Ah, Et oui, parce que clairement. Parce que Rodolfo, on sait qu'il aura jamais la ceinture. Ouais, clairement. Bon, ça retire de la superbe à RDA. Derrière, il fait une grosse perf contre Whittaker quand même. Ça, personne ne peut lui retirer. Même si, de mémoire, sur la décision des juges, j'étais pas OK, je voyais Whittaker. Ça reste une grosse perf qu'il fait contre Whittaker. Hmm. Ouais, mais là, tu sais, il a quand même fini Bonical, qui était le prospect, tu vois, qui lui aussi était aussi pour une potentielle kryptonite à Shimaev, tu vois. Ouais. Ouais. Il y a que des kryptonites dans cette division. Ouais, mais le problème, c'est que Krypton n'existe pas. Donc bon, bref. Non, mais c'était intéressant. C'était intéressant et on verra la suite pour lui, on verra. Mais en tout cas, voilà, pour nous, on va pas bouder notre plaisir. Ça laisse plus qu'une seule personne en lice pour le prochain titre, sauf si l'UFC nous fait une dinguerie. Mais en tout cas, voilà, c'est Nassourdine qui devrait être le prochain prétendant, pour le coup. On enchaîne avec Daniel Cormier, qui serait prêt à changer le scoring des takedowns à cause de Merab Valijvili. Il dit les takedowns en MMA, le takedown en MMA est un problème. La façon dont il est comptabilisé, non, pardon, la façon dont il comptabilise les takedowns est un problème. Un takedown devrait être comptabilisé lorsque vous allez au tapis. Un takedown ne devrait pas être comptabilisé lorsque vous vous relevez et qu'un adversaire vous soulève ou vous repose au sol. Il n'a jamais perdu le contrôle. N'a pas réussi 20 takedowns, Merab en a probablement réussi 5 ou 6, et il en a obtenu 14 retours au tapis. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec lui non plus. Et puis en plus de ça, ce débat, et déjà de base, est-ce que vraiment il y a un débat là-dessus? Et avec le nouveau règlement qui est fait de dégâts et de domination, C'est ça. en fait, Finalement, c'est le ça. scoring des takedowns, on s'en fout quoi.
La question a déjà été répondue. Fallait se poser cette question à l'époque où tu mettais un takedown et finalement tu gagnais le round. Hmm. Ça te suffisait à prendre le round. Là, oui, il y avait un intérêt à poser cette question parce que finalement, Merab aurait gagné tous les rounds 10-7 avec toutes les amenées qu'il fait. Mais là, c'est les dégâts qui sont mis en avant. Donc finalement, que le mec te fasse chuter 20 fois ou 2 fois, ça change rien. Hmm. Si sur les moments où tu arrives à te relever, tu arrives à générer beaucoup de dégâts sur lui, tu gagneras le round, en théorie. Si le En règlement est théorie. bien appliqué. En théorie, oui. Tu sais, c'est pour ça, là, bah, c'est dommage que t'aies pas vu tout le combat. J'aurais bien voulu avoir ton avis sur le round 3 de Baki Zebo. Tu vois, si je reviens, tu sais, je repars en arrière. Parce que j'entends tout le monde dire que le round 3 il a été gagné par Baki. Même sur Jab Life, là, j'ai entendu, bah, que ça soit Alex ou que ça soit Aldric Cassata qui disait comme quoi le round était gagné par Baki. Moi, si je suis le ranking, enfin, le ranking, le Le scoring actuel, scoring. pour moi, je vois pas le round donné à Baki. C'est pas possible. Il a fait qu'amener au sol sans contrôler, en plus significativement. Et derrière, tous les dégâts ils sont au crédit presque de Zebo. Donc, je vois pas le truc. Bon, bref, je sais pas. J'ai encore du mal avec ce. Enfin, de toute façon, le scoring, hein, tant que y a rien de clair, il y a rien de truc, enfin, y a rien qui nous fera dire qu'on sera d'accord à 100%. Bon, ça c'est une parenthèse, mais bon, en tout cas, voilà. Pour le coup, ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que tu sais, ça le titille un peu le. Je pense que ce qui embête le plus Daniel Cormier, c'est que c'est un lutteur et que de voir un mec qui bat record après record le nombre de takedowns, tu sais, dans un combat, je Hmm. pense que ça l'embête parce que il suit une logique de lutte plutôt qu'une logique MMA. Pour moi, là, limite le scoring des takedowns, ouais, effectivement, ça a pas lieu d'être. Là, pour le coup, on parle vraiment de domination. Même pas de dégâts, parce que c'est vrai qu'il y avait pas, il y a pas de dégâts sur ces takedowns. Mais on est dans la case domination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il En fait, l'emmène constamment il et qu'il t'annule. ramène à chaque fois, C'est-à-dire que toi, tu ne peux rien faire. c'est ça. Parce que dans ce cas-là, parlons aussi de Shimaev, tu vois, qui lui aussi, tu vois, il va te il va te jeter dans tous les sens, tu vois. Et tu te relèves et il te ramène, il te relève et il te ramène. Et puis voilà. Parlons aussi peut-être même de Khabib en son temps, tu vois, qui pareil aussi, t'amenait, tu vois, ça se relevait, c'est pas grave, il te ramenait, ça te Hmm. ramenait, tu vois. En fait, tous les Oui, mais lutteurs finalement, on MMA s'en fout. Mais on s'en fout ont complètement toujours du fonctionné comme nombre. ça, tu vois. On s'en fout complètement du nombre de takedowns qui sont scorés par l'UFC. Tout ce qu'on voit en tant que spectateur, c'est la domination, c'est tout. C'est ça. Donc ouais, pour le coup, c'est une sortie que je comprends pas, que je trouve un peu inutile. Je pense qu'il y a pas énormément de choses à en dire. Ouais. Non, mais c'était intéressant parce que moi, pour moi, là-dedans, ce qui est caché, ce qui est sous-jacent, c'est encore une fois, c'est la, tu vois, on en est encore à ça. C'est-à-dire que là, on a changé de façon de scorer, on est sur quelque chose de complètement différent, et pourtant, on en est à vouloir changer le scoring des takedowns. Mais en fait, ok, si jamais ça a une valeur et que ça a une incidence, en fait, dans la manière de gagner ton combat, tu vois. Hmm. Là, on parle juste de statistiques, finalement. Ouais, bah oui. Donc, De donc toute c'est pour façon, il a ça. battu les C'est pour ça. records, donc ça peut rien changer. Hein. Si Cormier espérait rester devant lui en termes de records, c'est pas possible. Mais de toute façon, c'est même pas lui, c'était Ouais, Georges c'est pas Saint-Pierre. lui. Donc, il en est loin, hein, Cormier. Donc, bon, écoute, peut-être qu'il aurait voulu que ça soit Georges Saint-Pierre qui reste le premier. Bref, avant de passer à du combat de boxe mis-fait par des gens du MMA, je vais rajouter vite fait, je te l'ai dit tout à l'heure, mais on l'a pas noté, donc j'ai pas noté de déclaration de quoi que ce soit, parce que c'est juste comme ça, mais juste entre parenthèses, là on voit de plus en plus, on sait pas contre qui Topuria va revenir, on sait qu'il va revenir bientôt, il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi il allait affronter Geiji, mais il y a de plus en plus, alors déjà Topuria lui, ce qu'il veut, il a dit je veux affronter dans l'ordre euh, Paddy Pimblett, puis Islam Makhachev, peu importe dans quel KT d'ailleurs. Ce qu'il espère d'ailleurs, c'est que ça soit dans la KT du dessus, parce qu'il a dit si tu perds, retourne dans ta ferme et élever tes moutons, et si tu gagnes, je monte te prendre ta ceinture. Et après derrière, il a dit je prends n'importe qui souhaiterait se mettre devant moi. Mais le premier qui veut, c'est Paddy Pimblett.
Paddy Pimblett a dit que Ilia Topuria a construit sa notoriété sur Paddy Pimblett, sur lui, sur sa hype à lui. Est-ce que ça serait pas le futur combat là qui va arriver, le prochain combat d'Ilia Topuria? C'est possible. Juste pour rebondir sur la décla de Pimblett, je suis d'accord sur la première partie de carrière de Topuria, dans le sens où Mhm. c'est vrai que moi, là, quand je regarde le MMA, on sait qu'on regarde, bah, on n'a pas le temps de tout regarder. Et je connais Paddy avant de connaître Topuria. Et la première fois où j'entends vraiment parler de Topuria, c'est suite à l'embrouille avec Paddy. Donc oui, il se fait découvrir par Paddy. Mais après, c'est les performances qu'il fait qui font que on connaît Topuria. Donc c'est Oui. devenu une grande star par ses performances et par ses KO, pas par Paddy Pimblett. Maintenant, ce combat, il a du sens. Alors sportivement, pas forcément tout de suite, mais si on veut surfer sur l'embrouille qu'il y a eu et sur le fait qu'il se clash à chaque fois par médias interposés, oui, oui, ça a du sens. C'est un combat inédit, c'est un combat que ça fait des années que des gens veulent le voir. Ça m'intéresse plus que contre Geji, honnêtement, Mhm. largement même. Après, est-ce que Paddy est le plus légitime à affronter, à combattre pour la ceinture tout de suite? Non. Mais Le problème qu'il y a dans cette histoire, c'est que l'UFC aime ces storytelling, hmm, d'embrouilles et tout ça. Ce storytelling n'avait pas lieu d'être à l'époque où j'étais pas Topuria dans il la même était dans la caté. KT du dessous. Voilà. Aujourd'hui, ils sont dans la même KT, donc il y a une fenêtre qui s'ouvre, tu vois. Le problème, c'est que c'est pas un portail de maison, quoi. C'est une fenêtre. C'est une petite lucarne. Pourquoi c'est une petite lucarne? Parce que, tu l'as dit, Pimblett, il est pas tout à fait encore légitime, même si là, il est monté sans combat, je crois il est classé 5 là. Bah c'est ça en fait, 6. Ils l'ont monté à la sixième place sans combattre. Sixième ou 5? J'ai lu 5. Attends, je vais regarder. Il me semble que j'ai vu 6. Attends, moi, de toute façon, la réalité, elle sera sur l'application. Mais donc, pendant que je cherche, la réalité, c'est quoi? C'est que Pimblett n'a de valeur là pour l'instant parce qu'il n'a pas perdu. C'est Demain, ça. il perd, tout s'écroule. Donc là, on sait qu'il y a Tsaroukian qui va affronter Danouker, qui normalement devrait être le prochain. On sait que là, il va y avoir le combat de JDM contre Makhachev. Et dans l'idéal, le combat, enfin, pas le prochain combat, mais celui qui va suivre le prochain combat de Topuria, ça devrait être Makhachev, s'il gagne, en tout cas. Donc, le truc, c'est C'est de tout de savoir, suite. tu vois, c'est tout de suite. Tu vois, Saroukian, ça va repousser un petit peu, de base, puisqu'il combat là, donc à moins qu'il fasse une masterclass et qu'il finisse tôt, mais en général, tu combats contre Danouker, même si c'est un combat que tu peux gagner, c'est un combat où tu peux y laisser des plumes. Donc, il faut trouver un adversaire potentiel. Geiji, bah, comme par hasard, il est en erreur. Geiji, comment dire? Geiji, c'est bien, mais bon, c'est du vu et revu, enfin Geji qui monte à la ceinture, on l'a vu plein de fois. Est-ce que ça a une utilité? Je ne sais pas. Bah, Euh, il a trop perdu. il reste que lui. Il a trop perdu, Geji. Comme on disait, il a trop perdu sur ses chances au titre. Les gens, il y a un désintérêt. Alors c'est toujours plaisant de voir Justin Geji combattre parce qu'il y a du spectacle, mais tu t'attends pas à une victoire finalement quand il combat pour la ceinture. Là où pas, alors pas dit non plus, hein, honnêtement. Encore une fois, faudra faire l'analyse, mais sur le papier, je vois Topuria au-dessus, assez largement. Mais en tout cas, dans l'intérêt et dans le buzz qui y aura autour de ce combat, ça va être intéressant. Ouais. Attends, c'est pas le bon. Oh là là, il fonctionne pas le site de l'UFC. Mais de toute façon, en vrai, peu importe qu'il soit 5 ou sixième, ils l'ont monté. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'ils l'ont monté sans qu'il combatte, pour le Attends, rapprocher de la place de challenger. j'y suis. Et je pense que c'est Ça y est, ça a pas... fonctionné. Ouais, sixième, t'as raison. C'est Paddy Pimblett, Justin Geji, Holloway, Oliveira, Tsaroukian, Makhachev et Topuria. Donc tu vois, enfin que tu prennes Paddy ou que tu prennes Geji, finalement ils sont à une place Bah ouais, près. c'est ça. C'est pas ouf. Charles Oliveira, il vient de combattre.
Tsaroukian, il va combattre. Max Holloway, on sait pas trop. Franchement, lui, c'est un peu le stand-by. Donc, c'est vrai que là, j'ai du mal à voir un peu comment ça va se dessiner. Par contre, pour Holloway, ça, c'est une parenthèse, mais bon, j'ai du mal Bah, à bah comprendre ouais, qui vont le caler. il parle du BMF avec Oliveira, on en a parlé la semaine dernière. Et ça a du Oui, oui, sens, mais hein. ça décale. Enfin, tu vois, ce sera pas tout de suite. Mais bon, après, bref. On va pas refaire le débat. Mais en tout cas, ouais, c'est un combat qui est plutôt intéressant. Après, c'est au détriment de Justin Gaethje qui lui voulait sa chance au titre puisqu'il avait battu Fiziev et que voilà, il estimait que c'était le prochain prétendant. Écoute, à voir. Mais bon, le truc c'est qu'après, Paddy, c'est pareil, il faut le booker. Ça fait un moment qu'il a pas combattu. Son dernier combat, c'était contre Chandler. C'était quand? Oui, bah, ça date quand même, hein. Bah, je vais te dire Ça ça. date quand même, j'ai l'impression que ça fait plus de 6 mois. Paddy the Baddy. Il Ah, a je dirais combattu peut-être... contre Chandler peut-être- en avril Oh, 2025. ça va. Bah, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Novembre, Donc oui, décembre, ouais. il veut combattre en début d'année. Janvier, ça ferait 9 mois. Janvier, 9 mois. Bah, 9 mois, c'est, de ce bah, que j'ai lu sur Internet, alors c'est une rumeur, hein, mais ça serait... j'essaierais de le caler, de caler ce fight pour le premier événement Paramount. oui, mais j'en suis presque sûr. J'en suis presque sûr. Enfin, c'est logique même qu'ils le mettent. De toute façon, ils veulent faire un coup d'éclat pour ce premier événement-là. Donc de mettre une des plus grosses stars qui est potentiellement active, enfin qui peut être active en début d'année. Bah, il reste que lui, hein, parce que de toute façon, Pereira, c'est mort. Makhachev, il combat là. Hmm. Après, il reste qui? Il reste que lui, hein. Ouais. Donc, euh, donc ouais. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va attendre ce que l'UFC nous propose. Dites-nous si ça vous intéresse ce combat-là, si vous préférez ce combat-là ou Geji. Dites-le nous en commentaire. Bon, toi et moi, je pense qu'on est plutôt d'accord pour dire que le combat contre Pimblet, voilà, plutôt Moi, je favorable. préfère. Ouais. Ouais, ouais. Bref, on termine avec Anderson Silva qui va affronter Chris Weidman pour un troisième fight en boxe anglaise. Ça va se passer le 14 novembre au Kaseya Center à Miami sur l'événement de Jake Paul versus Gervonta Davis. Les deux se sont déjà affrontés en MMA. Weidman a gagné par 2 fois. La première c'était par KO à l'UFC 162 avec un Anderson Silva qui a fait encore une fois le Stevie Wonder et qui s'est pris son KO. La deuxième fois, c'était fracture du tibia à l'UFC 168, donc pour la revanche. Là, ce qui est chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de fracture du tibia d'un côté comme de l'autre, parce qu'on sait que Chris Weidman s'était pété le tibia aussi contre Uriah Hall La même blessure. quelques années après. Ouais, la même blessure, exactement sur la même manière de faire, sur un low kick. Donc voilà, au moins, bon, on sait qu'il n'y aura pas cette problématique-là entre les deux. Écoute, j'aime bien quitte à faire un combat MMA avec des anciens, j'aime bien ce fight parce qu'il y a un passé entre les deux. Maintenant, Weidman, c'est pas celui qui a été le plus réputé pour sa boxe anglaise, loin de là. C'est ça. Donc c'est histoire de pour on va dire pour Anderson Silva de reprendre une revanche, C'est un cadeau, enfin là. de prendre une revanche cadeau quoi. C'est un cadeau pour Anderson Silva. Parce qu'on l'a vu, lui, pour le coup, combattre en boxe anglaise. Bon, déjà, c'est un striker. Contrairement à Weidman, qui est un lutteur. Même si, enfin, c'est un lutteur assez complet, Weidman, hein. Je dis pas qu'il était zéro en boxe. Mais il y avait un monde d'écart sur la partie striking entre Anderson Silva et Weidman. Silva, on l'a vu boxer en anglaise. C'est loin d'être dégueu. C'est même très bon. Bon, après, il Ouais. prend de l'âge, hein. Il prend de l'âge à voir aussi comment il se prépare. Est-ce qu'il est encore vraiment motivé ou est-ce que c'est purement financier? Mais sur le papier, c'est vraiment pas un match évident pour Weidman, hein. Bah, tu dis comment il se prépare. En tout cas, pour l'instant, en boxe anglaise, on n'a jamais vu un défaut de préparation. Il était toujours en shape, il était toujours là, il avait du cardio, il était avec des bons déplacements, il était puissant. Certes, il tombe sur les fesses face à Jack Paul, mais en soi, il a jamais été out of shape sur un de ses combats en anglaise. Hein. Ouais, mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que moi je suis pas fan des matchs MMA influenceurs ou
les mecs du MMA qui rencontrent des grands boxeurs. Je vois pas trop d'intérêt. Là, écoute, c'est un petit côté nostalgique qui est pas mal. Tu vois, ce combat me choque pas. Ouais, je suis d'accord. En fait, tout dépend comment c'est fait, tout dépend des matchmaking, en fait. Et de l'état des combattants à l'instant T aussi, tu vois. Hmm, c'est ça. C'est ça, Donc, donc pourquoi pas. Alors ça sera pourquoi pas pas. c'est pas le match du siècle, hein, mais euh, mais pourquoi pas. Ça peut être sympa. Le 14 novembre. Donc 14 novembre, Miami, sur la carte Jack Paul versus Gervonta Davis. Écoute, de toute façon, on va regarder, hein. Moi, je vais regarder. Et toi aussi, je sais que tu voulais voir ce combat déjà de Jack Paul contre Tank. Donc, on va voir, on va regarder ça. Et puis, ça nous fera un deuxième combat, tu vois, qui attirera notre œil et qui nous fera faire C'est quelques bafouilles sur le podcast. sur Netflix. C'est sur Netflix. Ok. Ouais, ouais. Je te dis ça. J'en suis presque sûr. Il me Tu me semble. poses une question. Il me semble. Attends, je vais te dire ça, mais je crois que oui. De toute façon, il est toujours en lien avec Netflix, Ouais, c'est Jack Paul. toujours Netflix, Jack Paul. Jack Paul Davis, Netflix. Où puis-je regarder? Sur Netflix. Ok, en exclusivité dans le monde entier. Cependant, vous pouvez profiter de la boxe et de nombreux sports sur DAZN. Ouais, non, Ouais, il mais nous là, fait de c'est, la en tout pub cas, voilà, c'est maintenant. en exclusivité sur Netflix. Et c'est très bien. Moi, j'aime bien quand c'est sur Netflix, au moins comme ça. Hop, je demande les codes à ma sœur. Allez, dis que t'es en vacances. Mets-moi une petite validation par mail et on est bon et je peux regarder le combat tranquillement. Non, en plus, t'as vu, ils ont amélioré le côté réseau, tu sais, ça a pas bugué la dernière fois. Il n'y a pas eu de problème de connexion. Donc ça, c'est une bonne chose. Les serveurs ont tenu cette fois-ci. Donc c'est bien, c'est bien. Franchement, la qualité de la box sur Netflix, c'est plutôt pas mal. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Donc, euh, donc voilà. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode actu. N'hésitez pas en commentaire à nous faire des retours sur les sujets qui vous ont intéressé et puis à débattre avec nous. Je rappelle qu'on sera en live samedi soir pour le. Alors je sais pas encore si on fait co-main et main, mais au moins sûr pour le main event de cette UFC 321, c'est sûr et certain. Après derrière on vous fera quand même si on est en live, on vous fera un épisode récap technique de ce qui s'est passé sur la carte, sur la main card, parce que la main card elle est intéressante. Hein. Enfin moi je sais que elle me plaît beaucoup cette main card. Et puis après derrière la semaine prochaine, donc on fera ça. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça d'ailleurs. Va falloir qu'on s'organise parce que Ah, lundi ça va toi être t'es pas compliqué, hein. dispo. Ouais, Hmm. il va falloir qu'on s'organise. Je pense que ça va être encore des heures de sommeil en moins cette histoire, je le sens. Parce que moi je pars à 3 heures du matin, mardi matin, pour les Europes à Rome. Donc c'est pour ça qu'il y aura pas d'actu d'ailleurs la semaine prochaine. Parce que en fait toute la semaine je serai avec des élèves à Rome pour les Europes de IBJJF. D'ailleurs si certains d'entre vous sont là-bas, n'hésitez pas à me faire un coucou. Enfin, n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez qu'on discute. Si vous voulez un autographe, non, c'est tout moi ça. Non, non, si vous voulez qu'on discute MMA ou jiu-jitsu brésilien, c'est avec grand plaisir. Donc voilà. Non, l'autographe c'est trop cher pour vous, vous inquiétez pas. Euh... non, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, on va s'organiser. Bref, on essaiera de vous sortir ça avant mon départ, ça c'est sûr. Parce qu'il faut qu'on en parle, c'est sûr qu'il faudra qu'on en parle, quoi qu'il arrive. Et puis après, on reprendra des choses normales à partir de la semaine d'après, et il faudra qu'on commence à préparer les combats qui vont arriver très Ah, rapidement pour le ça, 322. bah, la semaine d'après, ça va être compliqué parce que je suis pas là. On pourra pas faire beaucoup d'épisodes. Donc il va falloir faire des choix sur ce qu'on fait. Eh oui, putain, les vies sont difficiles, les gars, mais on fait au mieux de toute façon. On vous l'a déjà dit, on essaie de faire au mieux. Et de s'organiser et de faire des compromis sur nos vies personnelles, plutôt qu'autre chose, sur certaines choses. Surtout sur des heures de sommeil, souvent. Bref, en tout cas, nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter, non, pas encore, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles dans toutes les plateformes de podcast, abonnez-vous s'il vous plaît, si ça nous donne de la force et ça fait avancer le podcast. Là, il y a eu pas mal d'abonnements, mais continuez, merci beaucoup, en tout cas, on vous remercie pour ces abonnements, cliquez sur la cloche de notification pour avoir en direct les notifications des différents podcasts qui sortent. Et puis le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Le lien vers un porte fight avec
Tatami 10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut!